Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Un happy day, oh happy day. Je suis tellement contente de vous retrouver, Jean-Luc. Bonjour l'ami Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence pour cette rentrée des classes et bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Alors dans notre cartable... Et les téléspectateurs. Parce qu'il y en a de plus en plus. Les internautes en fait. Oui, les internautes. Et ceux qui nous écoutent dans leur voiture dans les nouvelles régions couvertes par Sud Radio. Ouais, par le puisque DAB. Grâce au DAB+, qu'on écoute principalement en voiture, puisque toutes les voitures déjà depuis un petit moment sont équipées du DAB+, donc vous pourrez nous écouter si vous êtes en Bretagne, dans le nord de la France. D'ailleurs, moi j'ai un nouveau slogan pour Sud Radio, c'est la radio de tous les Français au sud de Dunkerque. Voilà. Oh bah, Dunkerque y compris quand même. Hein. Oui, quand je dis au sud de Dunkerque, j'inclus au sud de la Belgique. Non, parce que la Belgique descend un petit peu de l'autre côté. Bon, vous l'avez constaté, les vacances ont fait du bien, l'ami Jean-Luc. Et dites donc, vous avez bien préparé votre rentrée. Bravo, ça c'est vraiment bien. On va avoir plein de choses à vivre cette année de nouveau. On va vous inclure, vous qui nous écoutez, que ce soit à la maison, en DAB, en voiture en ce moment, puisque vous savez que la journée est orange. Donc soyez prudents et prudentes si vous revenez de vacances ou si vous partez en week-end. Il va y avoir plein d'événements qu'on vous fera vivre autour de la voiture. Mais on va rester bien sûr situé sur ce qui va se passer aujourd'hui avec un programme amical. Un programme riche. Et amical. Ouais, alors pas forcément amical sur tous les points. Parce mais avec François Alain, si. Oui, si. Alors on va. Oui, il y aura un petit moment de détente avec François Alain où on parlera de la deuxième partie de la 8e saison de Vintage Mécanique qui sera avec nous en studio tout à l'heure. Donc je pense qu'on va rigoler un petit moment. Il y a des choses un peu plus sérieuses qui vont moins faire rire. On parlera de l'augmentation des prix du carburant. On se posera une question parce que on nous parle du prix du baril du pétrole. Mais vous allez voir que j'ai relevé des prix dans le passé avec un baril de pétrole encore plus cher et pourtant l'essence à la pompe était 40 centimes moins cher. Donc, on nous explique à qui profite le crime? On essaiera de trouver. Et à qui profite le plein? On aura aussi le plaisir de parler de votre voiture si jamais elle a été endommagée cet été, on ne sait pas. Exactement, oui, parce qu'il y a eu un petit peu de chaleur dans le sud de la France, il y a eu aussi quelques incendies, il y a eu de la grêle. Bon bref, que faire si votre voiture a été endommagée? Il y a eu des émeutes. Il y a eu des émeutes aussi, juillet. Donc si votre voiture a été brûlée, donc on va voir tout ça. On parlera aussi des fortes chaleurs. Est-ce que ça a eu une incidence ou est-ce que ça aura une incidence sur vos pneumatiques? Si vous avez roulé cet été, tiens, vous avez gardé vos pneus hiver parce que vous avez été une grosse feignasse, vous ne les avez pas fait changer. C'est pas moi que vous parlez, non, je dis vous, c'est générique. Feignasse, oui, mais grosse. Oui. Non. Vous avez gardé vos pneus été, vous avez roulé par 44 degrés, ça veut dire 60 degrés au sol. 60 degrés au sol avec des pneus sous-gonflés, une voiture super chargée, vos pneus hiver. Est-ce que ça aura une incidence? C'est une très très bonne question. Évidemment, vous êtes plus qu'attendu au 0826 300 300. Vous avez une question à poser, vous avez un conseil à demander, vous avez une expérience à partager. Vous nous rejoignez au 0826 300 300 ou pour toutes les autres émissions de l'année. Un mail que vous nous envoyez, je participe @sudradio.fr. Vous mettez bien toutes vos coordonnées, y compris le numéro de téléphone. Et puis, puisqu'on parlait de gros et de grosses, on parlera du malus au poids pour les voitures. Alors, à quand le malus au poids pour les conducteurs? On verra ça. Et bon courage à ceux qui habitent la métropole de Marseille, la ZFE vient de commencer avec l'interdiction des critères 4. Oui. Voilà, des grosses voitures diesel. Bon, pour l'instant, c'est pas verbalisé. Non, de toute façon, j'ai entendu, moi, ce matin, l'adjointe au maire a dit qu'ils ne verbaliseront pas ce matin sur une antenne de radio. C'est pas possible. Non, ils ne verbaliseront pas. Bon, bref. Vous l'avez compris. C'est interdit, mais vous pouvez le faire. Voilà. C'est un nouveau concept. Et sur Sud Radio, on parle vrai. Moi, j'embrasse Bastien, qui est notre réalisateur historique et qui est de nouveau avec nous cette saison. C'est un bonheur de te retrouver, mon Bastien. Et puis, on a aussi Jordan qui vous attend au standard. Allez, c'est parti. Bonjour à tous ceux qui nous retrouvent aussi sur la page Facebook de Sud Radio, où vous pouvez interagir avec nous. On vous attend, les enfants. C'est reparti pour une saison. C'est la rentrée des classes pour On parle auto. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Et tout de suite, pour parler de sécurité, on va parler de votre voiture si elle a été endommagée cet été. On accueille tout de suite Cédric Ménager, qui est le directeur des Furets, CEO, Chief Executive Officer of Les Furets. Bonjour Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour. Comment allez-vous? C'est la rentrée des classes. Bon Cédric, je ne sais pas où vous étiez en vacances cet été, mais dans le sud de la France, il a fait un peu chaud. Il y a eu aussi de la grêle, il y a eu des incendies. Sans doute, cet automne s'ajouteront les inondations. Ah non. Alors que faire? Oui, malheureusement. Que faire
si votre voiture a été touchée. Déjà, comment on peut être indemnisé par une assurance dans ces cas différents? On va les prendre un par un. On va prendre l'incendie qui a été malheureusement soit créé par des émeutiers, soit créé par... J'allais dire qui malheureusement est soit accidentel, soit criminel. Mais comment faire dans ces cas-là? Oui, ça peut être plus ou moins naturel. En fait, ça va dépendre déjà de votre niveau de couverture et de l'assurance à laquelle vous avez souscrite, puisque vous savez que vous avez 3 niveaux d'assurance. En gros, l'assurance hautière, qui est l'assurance de base, l'assurance hautière plus qui peut couvrir la garantie incendie, et l'assurance tout risque qui là va couvrir l'intégralité des dommages possibles. Alors la garantie incendie, je vous coupe Cédric, mais la garantie incendie, même si quelqu'un met le feu à votre voiture, vous êtes garanti. Vous êtes garanti, oui, tout à fait. D'accord. Et si c'est un incendie, par exemple, j'étais en bordure de forêt, je faisais un petit barbecue et malheureusement la forêt a pris feu, je suis garanti, c'est garanti aussi ça? Également. Oui. Si vous avez la couverture, vous faites évidemment, il faut faire la déclaration et faire la demande de remboursement, mais vous êtes normalement couvert. Mais c'est une option. C'est une option. Oui, c'est une option. En général, c'est incendie, bris de glace. En général, les deux vont ensemble. Soit si vous êtes au risque, c'est dedans quoi qu'il arrive, et si vous êtes au tiers plus, là, il faut vérifier que vous avez bien la garantie bris de glace, vol et incendie, et donc là, vous êtes couvert. Ce à quoi il faut faire attention, c'est que en général, votre assureur va vous rembourser au prix à la valeur de remplacement, ce qui veut dire que ça va être la valeur Argus du véhicule. Si vous le souhaitez, vous pouvez demander à avoir un remboursement au prix neuf du véhicule. Évidemment, ça vous coûtera plus cher, mais ça peut être aussi une option si vous êtes dans des régions qui sont très à risque sur ce type de dommages. S'il y a eu un feu de forêt, que ma voiture a été brûlée, je suis assuré simplement au tiers, mais qu'on décide de passer ça en catastrophe naturelle, ce qui est assez rare d'ailleurs, les feux de forêt, est-ce que je serai remboursé ou pas? Non, parce que l'assurance au tiers ne comprend pas la garantie catastrophe naturelle. D'accord. Bon, en cas de grêle maintenant. Alors, en cas de grêle, là, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que si vous êtes assuré au tiers, vous ne serez pas couvert. Si vous êtes assuré au risque, tout risque, vous serez couvert à la fois pour les bris de glace et à la fois pour le cabossage de la voiture. Si vous êtes couvert au tiers plus, donc qui est la couverture intermédiaire, vous serez en principe couvert pour le bris de glace, mais pas pour le cabossage. Donc si vous êtes vraiment à risque, encore une fois dans une région où il y a beaucoup d'incidents de grêle, il vaut mieux être assuré à tout risque. D'accord. Bon, dernier cas de figure, ça n'a pas vraiment été le cas cet été, mais malheureusement, on sait qu'on a des épisodes météorologiques qui sont de plus en plus violents. Les inondations, si ma voiture... Alors là, il y a divers degrés. On sait qu'une voiture, à partir du moment où l'eau ne dépasse pas l'assise du siège, normalement, on peut la récupérer, entre guillemets. Si ça dépasse l'assise du siège, elle est poubelle. Et dans ces deux cas-là, comment je suis assuré ? Alors, dans ces deux cas-là, c'est toujours là, par contre, uniquement l'assurance tout risque qui va couvrir, qui va permettre d'être couvert sur un cas d'inondation, et avec là, il faut une déclaration de catastrophe naturelle. Donc obligatoirement, c'est-à-dire que si je suis dans une zone où il y a juste une petite rivière qui déborde, ma voiture est inondée. Ou tu sais, sur les passages d'Aigouas, tu te fais avoir. Oui, c'est vrai. Voilà, ça arrive encore malheureusement. Et là, je ne serai pas couvert, même en étant tout risque, si ce n'est pas déclaré catastrophe naturelle. A priori, non. On a une autre question qui est arrivée, parce qu'on a parlé des émeutes, et on a Fabrice Saget sur la page Facebook de Sud Radio qui dit pour les incendies, si ma voiture brûle en ville avec des dizaines d'autres. C'est toujours le niveau de couverture de votre assurance qui va déterminer la possibilité d'être remboursé ou pas. Donc là, on revient sur le niveau de couverture. Ce qui est important aussi de bien avoir en tête, c'est que si c'est un cas, que ce soit de la grêle ou de l'incendie, vous avez 5 jours pour faire la déclaration auprès de votre assureur. Il faut toujours essayer d'associer le maximum d'informations, que ce soit des photos, des articles de presse par exemple qui vont confirmer qu'il y a bien eu un épisode de grêle. Et puis, si c'est une déclaration de catastrophe naturelle, à ce moment-là, à partir du moment où le décret a été publié, vous avez 10 jours. Là. Vous avez un petit peu plus de temps pour faire la déclaration. D'accord. Bon, on va toucher du bois pour espérer que ça ne nous arrivera pas. Non. Ça reste quand même pas mal. Les bris de glace, alors
ça peut être naturel ou pas, bien entendu. Hein. Mais c'est le plus grand, c'est le sinistre numéro 1 avec 37% des sinistres automobiles. Oui, mais les bris de glace, dans vos 37%, il y a aussi simplement quand on se prend un caillou. Exactement. Voilà, donc c'est pas représentatif, quoi. Non. Alors les événements naturels, eux, ils sont à 6% aujourd'hui les sinistres, donc c'est quand même important et surtout ça avait augmenté de 337% entre 2022 et 2021. Donc ça a été assez significatif parce qu'il y a eu en effet beaucoup de grêle, des incendies, notamment dans le sud-ouest beaucoup, et donc ça a vraiment augmenté ce niveau de sinistre de façon phénoménale. Je me rends pas compte, quel est le pourcentage d'automobilistes assurés tout risque par rapport à ceux assurés au tiers? Est-ce qu'on a une idée générale? Je crois qu'il y a une majorité de tiers. Les chiffres varient un petit peu à la baisse, on va dire, avec le vieillissement du parc automobile, puisque il y a eu une période où il y a eu moins d'achats de voitures neuves, notamment après le Covid. Et du coup, le parc automobile français a vieilli et les gens ont tendance à s'assurer plus au tiers quand ils ont une voiture plus ancienne, ce qui est logique, hein, puisqu'ils seront moins remboursés, puisque la voiture vaut moins cher. Donc ça évolue plutôt sur la croissance de l'assurance au tiers, mais le taux risque est toujours majoritaire. On a une très très bonne question de nouveau avec ceux qui nous suivent sur la page Facebook de Sud Radio, où vous êtes tous nos co-animateurs et je vous en remercie. Stéphane, c'est l'historique, lui, c'est le 3e co-animateur de l'émission qu'on embrasse, qui nous dit voilà, on a un problème, par exemple, catastrophe naturelle, la voiture brûle, catastrophe naturelle, la voiture prend la grêle, etc. Enfin, tout est détruit, ou inondation. Est-ce que si on justifie des factures d'entretien de la voiture, cela va augmenter sa valeur Argus, puisque si ta voiture elle brûle demain, on va juste rembourser la valeur Argus. Oui, non, attention, la valeur Argus, c'est toujours une valeur minimale pour les professionnels. En fait, la valeur de remplacement de votre véhicule, c'est pas la valeur Argus. Vous prenez les annonces et vous regardez un véhicule équivalent avec le même kilométrage la même année et vous voyez. Alors, un prix d'annonce, c'est pas forcément un prix de vente, mais ça donne quand même une idée. En général, la cote Argus, elle est sous-évaluée par rapport aux valeurs de marché. Mais l'assureur, et elle est même parfois très sous-évaluée. Alors, c'est à vous de négocier avec votre assureur, en fait. Et comment vous allez me rembourser, Cédric Ménager? Est-ce que si j'ai toutes les factures d'entretien, que ma voiture est génialement propre, super entretenue, vous allez me la payer mieux ou pas? Oui, ça joue, c'est favorable. Il vaut mieux, si vous avez en effet ces factures de remplacement, de réparation, etc., ça joue favorablement au remboursement. Oui. Super, monsieur Ménager, directeur des Furets.com. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous pour cette émission de rentrée. Voilà, on a plein de questions. Il y a Fabrice qui dit, est-ce qu'une voiture électrique qui brûle est plus toxique qu'une voiture à moteur thermique? Enfin, ça y est, vous êtes tous aussi rentrés de vacances. Je pense que cette émission a de nouveau prouvé qu'elle avait raison d'exister. Merci à monsieur l'ami Jean-Luc de l'avoir créé celle-ci. Bon, allez, c'est parti. Dans quelques instants, tiens, puisqu'on parle de vous, on va vous accueillir. Hervé a composé le 0826 300 300. Il a une question à nous poser sur Sud Radio dans On parle auto. À tout de suite. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Si vous nous rejoignez pour la première année, on est ravis de vous retrouver pour ce rendez-vous. On parle auto. 2 façons d'intervenir dans l'émission. Comment ça, la première année? T'en as qui arrivent seulement. Non, c'est T'en as qui découvrent. Mais non, mais c'est parce qu'avant, ils faisaient autre chose. Ils ne savaient pas qu'on était là. C'est ça. 0826 300 300 pour nous joindre et poser vos questions, ou sur la page Facebook de Sud Radio en direct, ou par mail, jeparticipe@sudradio.fr, avec bien évidemment toutes vos coordonnées. Bonjour Hervé. Oui, bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bonjour Hervé. Hervé, il va bien, il y a du bruit parce qu'il est à un rassemblement alpine, c'est ça hein? C'est une journée des associations en fait, on est à Autis. D'accord, ouais. Et donc du coup en fait, donc c'est toutes les associations, dont le club dans lequel fait partie qui présente ces alpines, donc l'alpine francilienne. Mais vous êtes où, dans quelle ville? À Autis, dans le 77. Mais c'est un peu tôt pour la journée des associations, la rentrée scolaire a pas eu lieu. Dis donc, vous perdez pas de temps. Alors. Non, ils perdent pas de temps, Autis. Ouais. Bon, c'est ce qu'on appelle l'ascenseur social, Autis. Bon, je suis désolé, Hervé. Alors, vous avez une question et ensuite une réflexion. Alors, on vous écoute pour la question. Alors, la question, c'est très simple. Donc, j'ai une Toyota Auris de 2012. Auris ou Autis? Elle est... Non, Auris. Pardon. Elle est donc hybride. D'accord. Elle va avoir 95 000 km. Ouais. Et donc, petite question était de savoir, par rapport à l'entretien de la boîte, où est-ce que je pouvais aller le réaliser, sachant que j'habite du côté de Sannois. Vous pouvez aller du côté de Sannois. Je vous explique pourquoi. Parce que,
déjà, on va parler un peu technique rapidement. Il y a une boîte de vitesse sur les hybrides Toyota. On va faire simple, on va tous les mettre dedans. On a ce qu'on appelle une boîte pont, mais qui n'est pas du tout le même fonctionnement que les autres boîtes automatiques. Les autres boîtes automatiques, il y a des embrayages, des engrenages, machin. Là, c'est beaucoup plus simple ce qui se passe à l'intérieur. Vous avez un train épicycloïdal. Enfin, non, j'ai essayé. Là, ça, je vais vous perdre. Vous n'avez pas d'engrenages qui s'engrainent les uns différemment des autres. Il n'y a pas de changement de rapport. Les engrenages sont toujours en position, toujours dans la même position. Donc l'huile s'use beaucoup moins, les engrenages s'usent beaucoup moins. Donc il n'y a pas besoin de faire aussi fréquemment une vidange sur une boîte pont Toyota. Mais si Toyota dit il n'y a pas d'entretien, ils disent c'est la durée de vie de la voiture. Bon, il faut savoir pour un constructeur, la durée de vie de la voiture, c'est la garantie commerciale. Voire jusqu'à 5 ans, la garantie légale vis cachée. Au-delà de ça, ils s'en foutent. Donc on va dire que eux, ils vous garantissent pour 5 ans que tout va bien marcher. Une huile, je vais répéter ce que je dis déjà depuis 2 ans et demi, une huile, ça s'use même si on ne se sert pas du véhicule. Donc il faut la changer. Donc à 100 000 km, il est raisonnable de faire la vidange de cette boîte. Et l'avantage, comme je vous ai dit, c'est pas la même technologie, c'est que ça se vidange comme un moteur. Vous avez une petite vis que vous dévissez en dessous. Alors, il faut enlever le carénage inférieur de la voiture. Ensuite, vous dévissez la vis de vidange de la boîte, vous laissez s'écouler et puis vous remettez la même quantité. Alors, le conseil, achetez l'huile chez Toyota pour être sûr d'avoir la bonne huile, parce qu'il y a une huile très spécifique sur ça. Vous achetez l'huile et puis vous pouvez le faire vous-même. C'est vraiment très facile. D'accord. Voilà. Et si vous ne voulez pas le faire vous-même, c'est une opération qui vous coûtera le prix d'une vidange banale chez une centaine d'euros chez un garagiste. D'accord, ok. Oui, voilà. Efficace. Voilà. Donc, et du coup, Hervé, donc il y avait une réflexion aussi en plus. Hein. Tout à fait. Donc en fait, c'est Monsieur Darniche était intervenu l'année dernière, dans votre saison précédente, concernant donc un sujet sur les 50 ans de la victoire d'Alpine en rallye. Ouais, au championnat du monde, enfin qui s'appelait pas encore le championnat du monde. Ouais. Et donc du coup, lui trouvait que c'était un petit peu dommage, qu'il y avait un manque de considération de la direction d'Alpine par rapport aux historiques de la marque. Oui, alors comme vous collectionnez en plus les anciennes Alpines, vous en avez une ? J'en ai une. Laquelle ? Vous avez quoi ? J'ai une GTA V6 Turbo. D'accord, bon, très bien. Donc un modèle un peu plus récent que la 110 berlinette dont on parlait pour la victoire au championnat du monde. Et vous trouvez qu'il n'y a pas assez de passerelle entre l'Alpine d'aujourd'hui et l'Alpine d'hier ? C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, Robert. D'accord. Donc eux, ils sont très gentils, hein, ils nous ont accueillis en fait, et donc eux, ils sont très très contents d'organiser ce genre d'événement. Ils sont même demandeurs. Et qu'on est venu à parler, en fait, c'était par rapport à tout ce qui est entretien. Oui, ils font pas l'entretien des anciens modèles, comme peuvent le faire certaines marques. Si vous avez une Porsche 911, par exemple, vous allez chez Porsche Classique, on vous entretient votre vieille Porsche. Si vous allez chez Mercedes, c'est la même chose. Et même Peugeot Citroën est en train de le faire avec l'aventure Peugeot Citroën. Il y aura sans doute chez Renault la même chose. Et c'est un petit peu, je suis d'accord avec vous, c'est un peu dommage parce que Alpine est en train de construire son image aujourd'hui sur le passé. Mais la passerelle entre le passé et l'actualité a malheureusement été coupée à plusieurs endroits. Et je trouve ça, moi également, un petit peu dommage. Alors, ce que je trouve dommage aussi, alors pour tout, je vais vous raconter mes vacances. Allez, j'avais mis une photo sur Facebook de plusieurs voitures, dont une Alpine A110 GT qui appartenait à des amis. Elle est tombée en panne le lendemain. Il y a quelques soucis de fiabilité. C'est les pompes à essence en particulier sur les nouvelles Alpines qui posent problème, qui tombent en panne. Alors, ça peut arriver. Sauf que ça fait déjà là, on va dire, ça se compte en années, le nombre de panne. Il y a eu des rappels. Toutes les pompes à essence auraient dû être changées sur les voitures. Et puis surtout, le service, il n'est pas à la hauteur d'une marque premium. On est même moins bien loti que quand on a une Renault alors qu'on a une Alpine. Donc il y a un vrai travail à faire. Le produit en lui-même, la nouvelle Alpine, c'est vraiment super. À chaque fois que je roule avec, je me dis c'est une voiture fabuleuse. Tout est à reconstruire derrière. Donc ils auraient tout intérêt, comme vous l'avez dit, à intégrer le passé et puis faire un progrès en termes de rapport client, quoi. Parce que là, je trouve que c'est pas à la hauteur. On parle toujours vrai sur Sud Radio. Donc, super, merci d'avoir ouvert le sujet.
Mais de rien, c'est bon, on trouve un petit peu dommage à ce niveau-là. Ouais, mais je comprends Hervé, je comprends votre frustration. Ils sont bien appuyés, on va dire, quand ils ont relancé la marque. Oui, évidemment. Bon. Ne serait-ce que la forme de la voiture, clairement, c'est un clin d'œil au passé. Ouais. C'est ça. Et donc bon, alors on est d'accord, c'est des technologies qui sont complètement différentes entre les nouvelles et les anciennes. C'est sûr que monter un département entre guillemets classique, c'est peut-être pas forcément ce qui est le plus rentable, mais c'est dans l'image, quoi, en fait. Et puis ça dépend plus de Renault, ça dépend vraiment de la division Alpine, de toute façon. Oui, bon, enfin, c'est Renault quand même. C'est Renault quand même, oui, bien sûr. C'est le même problème que Dacia, Renault, enfin. Et les ponts ne sont pas si évidents que ça, quoi. Bon, merci beaucoup, Hervé. Merci, Hervé, et puis bonne journée, vous allez pouvoir en profiter, il va faire beau. Ouais. Profitez-en. Il fait déjà beau. Il fait déjà beau. Ouais, il fait beau, il fait chaud, on adore, c'est le week-end de rentrée, ça nous fait du bien. On vous embrasse très très fort. Allez, à suivre, nous allons tout simplement essayer la fameuse Hyundai Kona hybride. Au volant, il y aura bien évidemment l'ami Jean-Luc, sinon qu'on appelle ici le garagiste. Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Présente Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Et on continue évidemment notre rendez-vous, vous le savez, jusqu'à 13h, on prend le volant tous les samedis sur Sud Radio avec des rendez-vous qui vous ont beaucoup plu la saison précédente. Nous les avons donc gardés cette année, dont l'essai de la semaine by Jean-Luc Moreau, que vous retrouvez d'ailleurs dans sa totalité sur la page YouTube de Sud Radio. Et aujourd'hui, on prend le volant d'une coréenne. On prend le volant du Hyundai Kona hybride. Alors, d'ailleurs, je disais Kona. Alors les Portugais qui nous écoutent, ils doivent rigoler parce qu'on a gardé le nom. Il s'appelle pas pareil au Portugal, je vous expliquerai pas pourquoi. Si, en argot, c'est un truc qui fait que les filles ont dans leur culotte. Bon, alors le même nom, mais tout le reste. Parce que ça s'appelle un Minou, quoi. Change, voilà. Style, dimension. C'est un véhicule qui monte en gamme. Il y a plus de cohérence dans la gamme, comme ça, entre le Bayonne et le Tucson. Bon. C'est ce qu'on appelle chez Hyundai, ça y est, Laurence, on l'a perdu définitivement, un design paramétrique. Alors comme toujours, c'est une affaire de goût. Franchement, c'est pas le mien. C'est un peu compliqué, c'est trop tourmenté avec des passages de roues proéminents qui sont censés lui donner un air de baroudeur. Dans cette finition, ils sont noirs, c'est encore plus voyant. Alors vous avez quand même une finition où ils sont couleur carrosserie, mais c'est la finition la plus chère, donc tout le monde n'aura peut-être pas les moyens de se la payer. On revoit les images sur la page Facebook de Sud Radio en ce moment. Exactement. Alors il fait 14 cm de plus que l'ancien, donc c'est vraiment beaucoup plus gros, 4,35 m de long. Maintenant, il est au cœur du segment de ce qu'on appelle les B SUV. L'avantage de ces dimensions à la hausse, c'est que on gagne 92 litres en termes de capacité de coffre, 466 litres. Ça devient un des plus généreux de la catégorie. Et puis, l'espace pour les jambes des passagers arrière augmente également dans les mêmes proportions. On a plus 8 cm. Là aussi, on est maintenant dans la moyenne haute du segment. Voilà, pour ceux qui regardent les images, voilà, on va se mettre dans le coffre. Ça s'ouvre. Je vous le fais avec le commentaire en direct. On est vraiment en direct là. Donc les images sont sur la page Facebook. Le style clivant, heureusement, se retrouve pas dans le design intérieur. C'est plus consensuel, tout en étant très moderne. C'est ce qu'on appelle la nouvelle tendance chez Hyundai Kia, c'est le même groupe. C'est horizontal avec de larges écrans. Bon, la qualité des matériaux, comme ça, la qualité perçue paraît bien. Quand on regarde dans le détail, c'est assez inégal. Vous avez de l'aluminium qui côtoie par exemple des plastiques rigides. C'est un petit peu dommage. Bon, la montée en gamme s'accompagne d'équipements pléthorique, mais le mieux est l'ennemi du bien en matière d'équipement, en particulier au niveau des aides à la conduite, on verra plus tard. Alors le Kona confirme aussi le retour en arrière au niveau du tout tactile, et c'est tant mieux. Sélecteur de vitesse original, il est placé, c'est un Komodo qui est placé derrière le volant. Ça a permis de dégager complètement la console centrale qui comporte le sélecteur de mode. C'est quoi le sélecteur de mode? Bien, c'est pour sélectionner. Alors le mode normal, c'est le mode éco. Vous avez aussi un mode sport et un mode neige. Il y a une clé digitale sur cette finition. Qu'est-ce que ça permet? La clé digitale, vous pouvez la répliquer jusqu'à 3 smartphones. Ce qui vous permet, par exemple, quand vous êtes parti avec les clés dans votre sac, Laurence, et vous avez un ami qui veut servir de votre voiture, vous lui envoyez le lien sur son smartphone, il peut déverrouiller la porte de la voiture. Vous pouvez même mettre une durée donnée d'utilisation du véhicule. C'est génial. Ça. Voilà, ouais, ça c'est pratique. Alors, surtout pour les voleurs.
Pardon. Oui. Il y a tout de même une chose qui ne change pas. Là, je dirais, c'est un peu dommage. C'est la motorisation. C'est toujours le 4 cylindres essence 1,6 litre 105 chevaux qui a couplé un moteur électrique de 43,5 chevaux, alimenté par une petite batterie de 1,56 kWh. C'est ce qu'on appelle un full hybride. La boîte de vitesse est toujours une boîte automatique à double embrayage à 6 rapports. Alors, comme beaucoup de voitures hybrides, on se dit que la conduite sont à 50 sur autoroute, donc ça sonne. Et là, il faut passer par des menus et des sous-menus pour désactiver ça, c'est franchement pénible. Vous avez aussi un système de surveillance de la vigilance du conducteur avec des petites caméras. Vous quittez la route des yeux pour changer la station de radio, ça se met à sonner. En gros, ça se met à sonner tout le temps et on ne sait pas pourquoi. Ouais. Donc, ça devient très stressant. Il faut penser à tout désactiver et à chaque démarrage, c'est pénible. Bon, il y a encore des signaux sonores cette fois pour tout et n'importe quoi. Vous avez pour l'angle mort, enfin bon, bref, le maintien dans la file est aussi assez violent. Enfin, franchement, moi je les enlève tout le temps. Ça. Ouais, bon, alors pour revenir à des choses plus positives, les palettes au volant, elles permettent quand vous êtes en mode normal de régler la régénération d'énergie au lever de pied, c'est-à-dire que le frein, vous réglez le frein moteur, ça peut aller jusqu'à même la conduite à une seule pédale, jusqu'à l'arrêt complet du véhicule. Et quand vous êtes en mode sport, ça sert à passer les vitesses. D'accord. Donc, ça c'est plutôt pas mal. En augmentant un peu le rythme, on regrette que la puissance soit seulement de 141 chevaux, parce que le châssis, je l'ai dit tout à l'heure, est un peu ferme, mais en revanche, c'est une voiture qui tient extrêmement bien la route, qui va être un peu plus, alors je compare, qui va être un peu plus sportive à conduire qu'une Toyota équivalente, et qui ne va pas offrir le désagrément du patinage de la transmission qu'ont les hybrides Toyota. C'est l'avantage des véhicules du groupe Hyundai Kia. On peut jouer la chasse au gaspillage de toute façon au volant de ce genre de véhicule, on ne va pas rouler vite. Et sur ce point, le Kona nouvelle génération a progressé. Moi, j'ai relevé en faisant de l'autoroute à 130 de la petite route de la ville, 5,3 litres au 100 km de moyenne. C'est plutôt bien. C'est bien. L'aérodynamique a été optimisée, les performances sont les mêmes qu'avant, mais la voiture est plus grosse. Donc, en fait, le progrès, il est assez considérable. Là où le progrès est aussi considérable, mais est-ce qu'on peut appeler ça un progrès, c'est côté tarif, parce que c'est 4 000 € de plus que l'ancienne génération de Kona. Hein. Alors, il est mieux équipé, il est plus vaste, il est tout aussi performant, il est un peu plus sobre, mais notre version exécutive s'affiche à 38 900 €. Pour comparer, c'est le prix d'un Kia, c'est pratiquement le prix d'un Kia Niro qui est de la catégorie supérieure. Donc, Bon, le Kona, franchement, il y en a la plupart. On n'en peut plus. C'est plus stressant qu'autre chose. Oui, puis c'est surtout, comme vous dites, en plus, ça, c'est un surcoût sur le véhicule, alors qu'on ne s'en sert pas. Oui, bien sûr. Non seulement on s'en sert pas, mais en plus, quand on roule avec, on se dit, c'est quoi cette MM? Ouais, ça se termine par un E. Mais ça, c'est parce qu'ils veulent nous amener à la voiture autonome. Malgré nous. La voiture autonome. Ça aussi, on en parlera. Allez, on va retrouver l'ensemble et l'entièreté, l'intégralité de l'essai de la semaine de notre ami Jean-Luc avec la Hyundai Kona Hybrid sur la page Facebook, et bien sûr, mais surtout YouTube de Sud Radio. Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Avec Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Rendez-vous sur biomotors.fr. Et alors moi cet été j'ai essayé, on m'a prêté gentiment la Suzuki E-Cross, la hybride aussi de chez Suzuki, la grosse voiture. Enfin chez Suzuki une grosse voiture n'est pas forcément très très grosse par rapport à d'autres modèles chez des constructeurs allemands par exemple. Bah, évidemment, mais enfin on va dire le haut de gamme du SUV, j'ai adoré. J'ai adoré ça. Et c'est une transition toute trouvée pour le sujet d'après, parce qu'en fait on va parler du malus au poids et c'est un hybride relativement léger. Exactement, mais surtout je vous donne mon avis de fille si vous le voulez bien, hyper élégante à conduire, hyper souple pour une belle grosse voiture, hybridation sublime avec un moteur à 75 km d'autonomie sur le côté électrique. Les moins, côté un peu plastique à l'intérieur, j'ai un peu moins aimé. Ça, les Japonais, c'est toujours comme ça. C'est le côté. Et puis le frein un peu mou, mais sinon tout le reste, allez essayer cette voiture, j'ai adoré et merci à Volvo, n'importe quoi, à Suzuki de me l'avoir prêté. Voilà, comme ça on a parlé de 3 marques en même temps. Allez, tout de suite, on va parler environnement et évidemment le poids, mais pas le mien. Back to Car, première marque de pièces issues de l'économie circulaire, présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et tout de suite, nous allons accueillir François Roudier, qui est directeur de la communication de la plateforme automobile française. Bonjour François. Bonjour François, un homme de poids également. Oui, je suis un homme de poids. Aujourd'hui, je serai le mauvais François dans l'émission, le gentil François. Après, va parler de vintage mécanique. Aujourd'hui, je vais vous parler de malus. Aïe, le malus. Et puis, alors tiens, avant de parler de malus, vite fait, une bonne nouvelle, parce que c'est vous qui l'avez publié. Les chiffres des ventes du mois d'août, c'est plutôt pas mal pour le marché de l'auto.
Oui, c'est bien. C'est même un peu au-delà de ce qu'on imaginait. C'est-à-dire que les livraisons de tout ce qui a été commandé se sont bien effectuées. Donc, on a un bon marché. Je pense qu'on aura un troisième trimestre qui sera très bon. Les commandes restent quand même un petit peu faibles. Et là, c'est plus inquiétant pour la fin de l'année et surtout le début de l'année prochaine. Mais c'est quoi? On est à plus 24, c'est ça? Oui, on est à plus 24. Plus 24 de quoi? Plus 24% par rapport à l'année dernière. Par rapport à l'année dernière. De commande de véhicules neufs? De livraison. De livraison, oui, mais... Un bon mois d'août, c'est 100 000 voitures immatriculées. Là, on était à 113 000, donc c'est quand même très bien. Et les commandes, elles sont comment, là Pas bonnes. Voilà. C'est pour ça qu'il faut, toujours équilibrer. Le carnet de commandes, vous savez, à livrer. Bon, alors si vous avez circulé en France, vous avez vu que tous les dimanches et samedis, il y avait des dérogations et on voyait les camions de livraison de véhicules qui tournaient. Donc c'est bien, mais le carnet de commandes va commencer à s'effriter. Et derrière, on a eu des trous dans les commandes en mars, avril, mai, qui n'étaient pas bon du tout. C'est pas terrible actuellement le redémarrage. Ouais. Voilà. Et il y a une marque qui m'inquiète particulièrement, c'est Citroën, parce que Citroën est en perte de vitesse depuis le début de l'année, c'est catastrophique. Oui, mais alors ça, comme on le sait, l'arrivée de l'ami Thierry Koskas comme directeur général de la marque. Qu'on invitera bientôt, parce que je le connais depuis un petit moment, on partageait certaines convictions, donc on l'invitera dans ce studio. Voilà, et comme tu le connais, Thierry, c'est un type qui réussit tout. Oui, donc je pense qu'ils ont effectivement une image... Bravo, oui, c'est vrai, c'est quelqu'un de brillant. Oui, c'est quelqu'un de brillant. Mais en même temps, tout est possible. Voilà. Quand on voit comment Renault a explosé cette année 2022, c'est possible pour Citroën bientôt. Bon, alors ceux qui attendent qu'on parle de surcharge pondérale de voitures doivent être impatients devant leur radio. Alors jusqu'à présent, on avait un malus au poids qui s'appliquait aux véhicules de plus de 1800 kg, c'est-à-dire si vous aviez une voiture de plus d'une tonne 8, chaque 100 kg supplémentaires, vous aviez 100 €. Alors on va dire c'est 10 € par kilo supplémentaire. Ça va être plus simple à calculer dans la limite du bonus maxi de 50 000 €. Si vous achetiez par exemple un gros Porsche Cayenne, alors pas hybride rechargeable, parce que on est d'accord François, les hybrides rechargeables et les hybrides n'étaient pas touchés. Les électriques. Voilà, oui. Attention, parce que là il faut bien prévenir tout le monde. On parle de choses qu'on ne connaît pas vraiment. Il y a deux façons de gérer bonus et malus. Il ne faut pas l'oublier. Le bonus, c'est un décret. Il y a un projet de décret d'ailleurs qui est disponible, qu'on peut voir. Et le malus, c'est réglementaire. C'est une taxe. Donc c'est dans le projet de loi de finances. Et ça, vous avez des arbitrages qui peuvent durer au couteau entre les ministères très longtemps. Donc ce qu'on sait à peu près, c'est effectivement ce qui a été dit, un malus qui passerait peut-être à 1,6 tonne au lieu de 1,8 tonne. Alors jusqu'à présent, tous les véhicules français, vous me dites si je me trompe, étaient épargnés par le malus au poids. Il n'y a aucun véhicule, hormis les hybrides rechargeables ou les électriques, mais qui n'étaient pas concernés par le malus au poids. Il n'y a aucun véhicule français qui était taxé avec le malus au poids. Voilà, on était sur, je crois, le véhicule le plus lourd qui devait être à 1,7 tonne maximum. Voilà. Dites-moi, c'est pas un peu du protectionnisme, quand même, déguisé ? Alors, il y a deux façons de le voir. Alors, on peut effectivement annoncer que c'est du protectionnisme, mais tout le monde n'achète pas forcément une vingtaine de Urus tous les jours. Et il y a quand même eu... Lamborghini, je précise pour ceux qui ne sont pas... Voilà, parce que c'est pas une voiture assez courante sur les parkings des supermarchés. Et on a vu quand même que face à cette idée qui a été lancée par la Convention citoyenne pour le climat, on voit que quand même derrière tout ça, il y a une volonté du gouvernement d'épargner les ménages, parce que vous arrivez à une aberration où on va avoir un malus sur des véhicules qui sont des véhicules de familles nombreuses. Donc il y a plein d'arrangements, il y a eu la volonté de faire un peu du en même temps, c'est-à-dire on va les diminuer et puis on va trouver un système qui permet de ne pas trop pénaliser les véhicules purement thermiques et d'épargner, comme on l'a dit, les véhicules qui sont hybrides ou électriques. Donc on verra comment ça va se situer. Il est prévu. On tient dans les véhicules français et dans pas mal de véhicules étrangers, je dirais, d'utilisation normale. Mais le nouvel espace, par exemple, va avoir un malus au poids, parce que... Certaines versions. Qui sont au-dessus de 1600 kilos. Alors, il est prévu, ce que j'ai lu aussi, est-ce que ça va se faire ou pas ? Jusqu'à présent, les hybrides, on est d'accord, n'étaient pas concernés. Oui, et ça a l'air d'être... Bon, ça pourrait être remis en cause.
Alors ça, c'est quand même un peu une ligne rouge par rapport à toute la politique de bonus d'ailleurs qui est lancée, qui dit que de toute façon il faut passer à l'électrique en 2035, donc il faut aller vers l'électrique et pénaliser les hybrides, c'est pas la meilleure façon de faire utiliser des véhicules à batterie par les Français. Ouais, donc pour l'instant, ça paraît pas très logique. Il y a même pour moi, il y a autre chose qui est complètement antinomique, c'est que le progrès de la sécurité sur les voitures impose d'avoir du poids en plus, que ce soit les équipements de sécurité passive, donc la déformation, les structures de la voiture ou les aides à la conduite dont on parlait à un instant, tout ça c'est du poids supplémentaire. La dépollution des voitures, c'est-à-dire tous les systèmes de post-traitement sur un diesel aujourd'hui, je ne sais pas quel peut être le poids du système de post-traitement, c'est au moins 3 fois plus qu'il y a 20 ans. Donc tout ça, ça nous amène à avoir des voitures qui par conception sont plus lourdes et on va taxer les voitures plus lourdes. On leur demande d'un côté polluez moins, soyez plus sûrs et de l'autre côté on les sanctionne quand finalement ils arrivent à répondre au cahier des charges. Nous en tant que PFA, mais ce que tu dis est effectivement quelque chose. Bah oui, mais c'est pas. Nous ne sommes pas une ONG militante. Hein, nous respectons quand même le gouvernement. Et après, il y a effectivement un problème vis-à-vis de tout cela, c'est que oui, les systèmes de dépollution, lorsqu'on voit même sur le diesel ajouter un réservoir d'AdBlue, ça pèse. Et tout ça fait que oui, on a des véhicules qui sont plus lourd, mais beaucoup plus sûr. Et on le voit lors des accidents à grande vitesse. On le voit des fois sur autoroute. Moi, je suis très surpris de voir comment la coque interne des véhicules est toujours maintenue, alors que le reste et tous les systèmes ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils sont écrasés. Donc tout ça fait que, oui, ça pose quand même un problème. Et il y a peut-être une vision un peu trop radicale de certains écologistes vers l'idée d'avoir des toutes petites voitures très légères, comme on en avait. Mais on se tuait dans les. Mais voilà, c'est ça, oui. Les autres voitures comme ça. Puis les voitures électriques sont beaucoup plus lourdes que la majorité des voitures thermiques. Les voitures électriques sont plus lourdes de par nature. C'est-à-dire que le poids de la batterie fait que de toute façon, même si on enlève un gros moteur thermique qui pesait, le poids de la batterie est là lorsqu'on veut avoir un véhicule qui prenne beaucoup de passagers ou qui a une vocation un peu voiture familiale. Regardez le dernier Volkswagen Combi, il est déjà à plus de 2 tonnes. François, on saura quand, à quelle sauce on va être mangé ? Normalement, avant la fin de l'année, mais les arbitrages. Oui, des fois, c'est pas mal. Des fois, c'est le 31 décembre. Ça arrive. Exactement. Quand tout le monde n'écoute plus la radio, exactement. Quand tout le monde est dans les fêtes de Noël. C'est un peu pareil au mois d'août, quoi. Voilà, ça va se gérer aussi avec le bonus. On pourra reparler du bonus qui va être un peu plus compliqué sur ce qui est véhicule électrique, puisque vous allez avoir des critères de CO2 dans tout ce qui est fabrication du véhicule. Donc c'est compliqué mais résolvable. C'est pas du tout ce qu'on lit comme que c'est impossible à faire. C'est pas vrai. Les industriels savent quelles sont les quantités de CO2 de leurs équipements. Et donc tout ça, les deux choses vont aller de pair. Ça va s'équilibrer. Et puis après il y a forcément des arbitrages politiques qui nous dépassent. Et lorsqu'on parle de taxes ou impôts, on sait que ça devient très très politique. On comprend pas toujours tout, mais en tout cas on est là pour payer à la fin. Bon, rendez-vous pour faire le gentil François cette fois, puisqu'on parlera de bonus. Bientôt, on parlera du bonus des voitures électriques. Alors. Le boss était avec nous sur Sud Radio. Le boss. Merci François Roudier. Au revoir et bonne rentrée. Merci à vous aussi François Roudier, qui est directeur de la communication de la plateforme automobile française PFA. Allez, à suivre, vous, au 0826 300 300 pour l'une de vos questions. C'est Laurent qui a composé le numéro du standard de Sud Radio et qui nous rejoint. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Vous a été présenté par Back2Car. Commandez vos pièces auto recyclées sur back2car.fr. BACK, le chiffre 2, CAR.fr.
Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et avant le retour de l'info de midi, on vous accueille au 0826 300 300. Je vous rappelle également, si vous voulez participer à notre rendez-vous On parle auto, vous pouvez nous écrire sur jeparticipe@sudradio.fr en mettant bien sûr votre question et vos coordonnées complètes, dont votre numéro de téléphone, car il y en a encore qu'oublie de le mettre. Voilà. Et c'est un peu dommage pour vous rappeler. C'est non pas Laurent, c'est Julien qui est avec nous au standard. Bonjour Julien. C'est Julien. Salut Julien. Bonjour Julien. Comment ça va ? Bien, merci. Merci d'avoir accepté de prendre ma question. Avec plaisir. Avec plaisir, parce qu'en plus vous avez une voiture que j'aime beaucoup, donc ça tombe bien. Il va vous le dire. C'est quelle voiture ? Il va vous le dire, Julien. Alors c'est une Jaguar XK8 en version compressée, donc XKR. Et du coup, comme toute bonne anglaise, elle a le volant à droite et un peu de rouille dessous. Du coup, j'avais contacté Jean-Luc, parce que j'aimerais bien l'entretenir comme il faut et du coup traiter un petit peu la rouille. Alors je précise, c'est que de la rouille de surface, c'est pas du tout de la rouille perforante ou quoi que ce soit. Mais bon, vu que c'est un véhicule que je souhaite garder assez longtemps, je préfère le préserver dès maintenant. C'est de la rouille à quel endroit ? C'est dessous, c'est les triangles, les trains. Mais vous voulez pas démonter et puis retraiter correctement, c'est-à-dire refaire soit une phosphatation, une peinture peinture. Ouais, le but ce serait justement de tout démonter et du coup traiter la rouille la rouille de surface et en même temps changer tout ce qui est cylindre bloc. Donc j'avais une double question en fait, c'était quel est le mieux en traitement pour les sous-bassements pour ce type de véhicule. Alors, le mieux du mieux, à partir du moment où vous démontez, c'est vous décapez jusqu'au métal et puis ensuite vous faites soit une peinture en thermolacage, soit vous faites une galvanisation, soit vous faites de l'électrozingage. Enfin, je sais pas comment c'était d'origine, mais déjà. Ça en fait des mots, je me rajoute dans mon dictionnaire. dans le dictionnaire. Le thermolacage, en fait, c'est des peintures en poudre qui sont cuites au four, ça résiste super bien. Par exemple, pour les triangles de suspension. Enfin, moi, pour tout ce qui est suspension sur mes voitures, parce que je suis un petit peu, comment je peux dire, exigeant, pour pas utiliser un autre mot. Je démonte tout, je décape tout et je fais faire une peinture comme ça et ça résiste dans le temps. Et pour répondre à votre question, le problème des cylindres blocs d'origine, c'est que pour les monter, un cylindre bloc en caoutchouc, il faudra une presse. Vous allez de toute façon, si vous faites décaper vos triangles, vos pièces de suspension, moi je vous conseille de faire ça. Il faudra virer tous les cylindres blocs qui seront morts. Ils ont 15-20 ans. Ça vous les découpez pour les enlever, vous les massacrez. De toute façon, vous les réutiliserez pas. Après, remettre les cylindres blocs d'origine, c'est mieux pour le confort. Par contre, ça nécessite d'avoir un outil adapté. Est-ce que vous avez une presse ? Sans doute pas. Alors, voilà. Bon, donc il y a la solution du polyuréthane. Là, vous les mettez à la main. Moi, c'est ce que je mets sur toutes mes voitures. Alors, pensez bien, il y a diverses qualités. Là, faut pas mégoter sur la qualité. Il y en a certains qui sont... une marque célèbre... Violette, qui eux sont garantis à vie, donc je me dis qui commence par Power et qui finit par Flex. Il me semble que c'est celle-là. C'est ça. C'est ceux qui font le plus de pub, je sais pas si c'est les mieux. Mais moi j'ai ça sur la voiture avec laquelle je suis venu aujourd'hui. Il y a ça dessus. D'ailleurs, elle est belle. Il y a ça dessus. La verte, et ça fait pas quick et ça tient très bien la route et ça dégrade pas le confort. Donc c'était ça ma question. Ça dégrade le confort. Non, un tout petit peu, mais un tout petit peu plus raide, mais ça vaut le coup. Donc moi mon conseil c'est ça, c'est de pas faire le boulot à moitié, parce que si vous décidez de mettre, alors il y a des produits qui sont très efficaces pour de la rouille de surface. Il y en a un pour moi le plus efficace, ça s'appelle le Ferrose, F-E-R-O-S-E. C'est un convertisseur de rouille. Je les ai tous essayés. Bon, c'est l'avantage d'avoir un parc avec beaucoup de voitures, c'est que j'ai tout essayé. Il y a des produits, c'est de la cochonnerie, qui étaient vendus dans les grandes surfaces. Autrefois, il faisait un plongeur qui était au fond de l'eau, je ne citerai pas la marque. C'est vous qui l'avez dit, voilà. Bon, ça franchement, ça ou rien, ça c'est pareil. Le Ferro, c'est beaucoup plus efficace. Mais quitte à faire un vrai boulot, si vous démontez de toute façon, pour changer les cylindres blocs, faut démonter les triangles. Donc, vous démontez les triangles, et voilà, et vous faites faire une peinture époxy et vous allez voir, ça sera beaucoup plus sympa visuellement et surtout ça résiste beaucoup mieux dans le temps.
Et ça rouillera plus jamais là. Eh bien super. Oui, bah, c'est le but. Bon, il y a Voilà. plein de gens qui nous regardent sur la page Facebook de Sud Radio qui savent exactement de quoi vous avez parlé. Moi j'ai écouté, j'ai appris. Ne me demandez pas de vous faire une interrogation écrite, pas encore, mais en tout cas j'ai compris l'essentiel. On nous parle aussi de peinture Rapto Rhino. De Rapto Rhino. Rapto Rhino, je sais pas ce que Ça, c'est c'est. une blague de Stéphane, voilà, sur la page Facebook de Sud Radio. Eh ben, un grand merci, Julien, et profitez bien et prenez soin de votre très belle voiture, parce que la Jaguar XK8, elle est belle. Moi, j'aime bien. Ah ouais, un côté un peu James Bond. Enfin, moi, j'aime bien, c'est ce genre de très longue, très effilée. Elle était dans James Bond. Elle était dans un James Bond. C'est pour ça. Merci, on vous embrasse fort. Bon week-end à vous. Allez, à suivre le retour de l'info. Et juste après, on va parler de vos pneus. Est-ce que les fortes chaleurs ont eu une incidence sur vos pneumatiques? Ce sera le sujet Parlons Pneus de l'émission. À tout de suite. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. J'ai oublié le A, ce sera à 13h, voilà, ou il sera à 13h, mais ce sera 13h, c'est pas très français. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent à ce moment de l'émission On parle auto, on est ravis de vous accueillir, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle saison. On parle auto avec l'ami Jean-Luc qui est avec moi, et puis eh bien on va en parler tout de suite. Jean-Luc, un joli programme pour cette deuxième heure de la rentrée de On parle auto. Les fortes chaleurs de cet été ont-elles eu une incidence sur la durée de vie de vos pneumatiques? Si vous avez roulé sous gonflé, chargé, alors qu'il faisait 44 degrés dehors, peut-être même avec vos pneus hiver, que vous avez eu la flemme de démonter, est-ce que c'est dangereux pour la suite des événements? Exactement, et puis la qualité des pneus aussi, selon la qualité des pneus que nous avons. On parlera aussi, puisqu'on aura le plaisir de recevoir en studio avec nous notre ami François Alain. On parlera de vintage mécanique, de la deuxième partie de la saison 8 qui a démarré en fait cette semaine, jeudi, avec un véhicule que j'aimais beaucoup d'ailleurs. Voilà, faut que j'en parle. Oh, c'est une Dino Fiat avec un moteur Ferrari. D'accord, très bien. On parlera des prix du carburant qui s'envolent de nouveau. Putain, moi ça m'a fait... Pardon, ça m'a fait mal là. Mais vous pouvez rajouter le P. Excusez-moi, c'est parti trop fort. Oui, on est pratiquement à 2 euros parce que j'ai vérifié ce matin, on est à 1,90 € en moyenne nationale sur le gazole et on est à 2,05 € pour le Super 98. Et on est à 95 de 10, on est à 96, 97. Ouais, 98 même. Alors ça dépend des régions, ça c'est quand même. Oui, non, mais là c'est une moyenne nationale. Oui, mais c'est quand même. C'est une moyenne nationale. Il faudra qu'on en parle quand même de ça. Moi, je fais mon plein en Charente-Maritime, ça me coûte facile 10-15 centimes de moins que quand je suis en région parisienne où c'est fou quoi. Alors il y a des taxes régionales. Oui, c'est vrai. Il y a des taxes régionales en région parisienne. On paye par exemple pour les transports en commun quand on fait son plein d'essence. Aussi. De toute façon, on paye pour tout. On a reçu une question sur la page Facebook de Sud Radio avant de parler pneus. C'est Christophe qui nous a posé cette question. Bonjour Laurence et Jean-Luc, je viens de faire l'acquisition d'un Peugeot 5008 1 litre de PureTech. De 2018 à 40 000 km et je souhaite savoir si le véhicule peut être mis en E85. Peugeot me dit que ce n'est pas possible et qu'ils ne toucheront pas au véhicule. Qu'en est-il? Alors que le fait qu'ils veulent plus toucher au véhicule après, oui. Je les comprends. Alors désormais les boîtiers, parce qu'au départ ce moteur PureTech il était un petit peu compliqué à équiper avec les boîtiers éthanol parce qu'il a des fonctionnements ce qu'on appelle en charge stratifiée. On va pas rentrer dans le détail, mais il fonctionne en mélange pauvre et le fait d'avoir du E85 risquait de le faire fonctionner en mélange encore plus pauvre. Et donc ils ont eu un petit peu de soucis à adapter les boîtiers. Désormais ils sont adaptés, mais ce moteur, on le sait, fragile principalement à cause de la courroie de distribution. C'est ce qu'on appelle une courroie humide. C'est quoi une courroie humide? Elle trempe dans l'huile du moteur. Or, on s'est rendu compte qu'avec le temps, elle se désagrégeait dans l'huile moteur et qu'il y avait des risques. Alors tout d'abord de bloquer la pompe à vide qui fait l'assistance de freinage, donc on se retrouve avec plus d'assistance de frein, et plus grave, de bloquer la crépine d'aspiration de la pompe à huile, et donc avec des casse moteurs. Peugeot a demandé enfin je dis Peugeot, on va dire Stellantis parce qu'il est sur plein de modèles de Stellantis, ce moteur, a demandé d'abord à modifier les courroies et a demandé aux fabricants de lubrifiants de formuler une huile spécifique qui dégrade moins la courroie. Or, si vous roulez à l'éthanol, vous savez, quand dans les démarrages à froid, on est obligé d'enrichir beaucoup plus à l'éthanol, vous avez toujours un petit peu de dilution, c'est-à-dire que tout le carburant injecté va pas forcément être brûlé dans le cylindre et vous allez avoir un peu de ruissellement dans les cylindres. Donc il y a un peu d'éthanol qui va passer dans l'huile et je vous ai dit, le lubrifiant, il est
c'est vraiment très touchy sur ce moteur-là, la qualité du lubrifiant. Est-ce que l'éthanol ne va pas accélérer la dégradation de la courroie de distribution? Je suis incapable de vous le dire. Ouais. Mais en tout cas, je comprends que Peugeot dise à partir du moment où vous roulez à l'éthanol avec ce moteur-là, nous on veut plus y toucher. Et donc l'avis de Jean-Luc, ça s'explique. Moi sur un PureTech, sur un PureTech, je mettrais pas de boîtier. Ok, voilà. Du coup, Christophe, vous avez votre réponse. Allez, c'est parti, on continue. Maintenant, on va parler pneus et juste avant, on va accueillir l'ami. Le bonhomme Michelin François, qui vient d'arriver. Pourquoi vous allez aussi loin de moi, François Alain? Pourquoi vous ne vous mettez pas à côté de moi? Mais avec grand plaisir. S'il vous plaît. Ah mince, pardon à mon réalisateur. Fabien, Bastien, ça va? Bonjour Monsieur François Alain. Comment ça va les amis? Nous, on va très très bien. Tous ceux qui nous suivent sur Facebook vous voient arriver avec votre jolie chemise à fleurs, une mine magnifique. Il faut préserver l'été. Pour l'instant, on est encore en été, on en profite. Vous avez commencé à travailler, vous. On en parle dans quelques instants. Allez, tout de suite, on parle pneu. Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus. Parlons bien. Et on va tout de suite accueillir Cyril Roger, qui est expert innovation chez Michelin. Bonjour Cyril. Bonjour Cyril. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Comment ça va? Ça va très bien, très bien, après des bonnes vacances. Ah, c'est tant mieux. Vous êtes allé à la chaleur, vous aussi? J'étais sur la côte atlantique, là près du bassin d'Arcachon. Il faisait pas très très chaud cette année. Vous avez peut-être croisé François il a qui fait est chaud. En face de nous, qui était dans le même coin. Si, il a fait chaud sur la côte du côté d'Arcachon, vous dites, mais c'était la semaine du 20 août. Donc si vous étiez parti... Voilà, c'est ça. Il a fait chaud, mais après, voilà. Ouais. Bon, vous voulez vous envoyer des photos de vos vacances? Oui, c'est bien. Peut-être que ça intéresserait les gens de savoir si les pneus ont souffert de la chaleur. Moi aussi, j'étais sur le bassin d'Arcachon, mais c'était un peu plus tôt, c'était début août. Sur la ligne dorée. Mais... De la grande chaleur cet été, parce que température maxi 44 degrés, 60 degrés au sol, même parfois plus que ça quand on a des bitumes qui sont noirs. Est-ce qu'un pneumatique, ça souffre de la chaleur? Première question, Cyril. Alors oui, effectivement, les gommes, ce sont des choses qui sont ce qu'on appelle thermo-oxydantes. C'est-à-dire qu'en fait, quand elles sont soumises à la chaleur, elles vont se dégrader légèrement. C'est ce qui fait que, au fur et à mesure du temps, on recommande aux gens d'enlever leurs pneus, même après 10 ans, même s'ils ne sont pas complètement usés. Alors on a la gomme en surface qui va se dégrader un petit peu, mais bon, les pneus modernes sont prêts à subir ça. Mais c'est surtout qu'en fait, la structure interne, surtout si vous roulez en fait avec des pneus qui sont pas gonflés à la bonne pression, et puis vous partez en vacances, vous avez les valises, les vélos, etc. Donc une voiture qui est surchargée. La belle-mère. Et ça fait du poids. Est-ce qu'on peut la laisser tranquille, la belle-mère? Je viens d'être officiellement nommée belle-mère. Est-ce qu'on peut la laisser tranquille? On va la laisser tranquille. On a le beau-père, on va dire, dans la voiture. Voilà. Et en fait, quand on roule surchargé, c'est plutôt la structure interne qui va avoir tendance à se dégrader un petit peu si on roule surchargé et sous-gonflé. Et ça peut conduire effectivement à un endommagement de la structure du pneu. Qui peut conduire jusqu'au cas extrême dans l'éclatement du pneu. Alors, l'éclatement du pneu, on est tout de suite au courant qu'on a fait une bêtise, mais est-ce que le pneu qui a souffert pendant l'été peut me faire un tour de cochon pendant l'hiver? Eh ben oui, en fait, on se rendra pas forcément compte en fait qu'on a des petites fissures qui sont apparues à l'intérieur de la structure du pneu, donc elles sont complètement invisibles et on n'a pas de moyen de les détecter à part de passer les pneus, bien sûr, sur des machines de radiographie ou de chirographie modernes. Personne le fait jamais. Donc en fait, vous risquez effectivement, si la fissure se propage, d'avoir éventuellement ce qu'on appelle une séparation de la bande de roulement, donc la partie externe du pneu, qui va finir dans le cas extrême à se séparer du pneu et vous allez avoir une mauvaise surprise en roulant sur l'autoroute. Oui. Est-ce que les feignants qui ont roulé cet été avec des pneus hiver, donc qui se sont dit tiens je le change pas, de toute façon bon voilà, ont fait une bêtise ou pas avec ces grosses chaleurs? Ah oui, on fait une grosse bêtise parce qu'effectivement, autant on recommande de pas rouler avec des pneus été en hiver, puisque là c'est très dangereux, mais l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire qu'un mélange de gomme hiver, il n'a pas été conçu pour rouler en plein été, c'est-à-dire que c'est des gommes spéciales qui sont très tendres, et quand vous allez vous tomber sur un orage violent avec beaucoup de pluie, ces gommes-là qui fonctionnent à très haute température, du coup elles vont pas être dans les conditions idéales, et vous allez avoir des distances de freinage sur route mouillée en été avec vos pneus hiver qui peuvent être jusqu'à multiplier par 2, donc c'est extrêmement dangereux de rouler avec ces pneus été ces pneus hiver pendant l'été. Et puis bien sûr, vous avez aussi la gomme qui fatigue plus vite. J'ai une question d'ailleurs, Cyril, vous qui êtes expert innovation chez Michelin, Cyril Roger, avec le changement climatique et tout ce qui est en train de plus en plus de canicules, de plus en plus de chaleur, est-ce que chez Michelin et chez les autres d'ailleurs, vous travaillez sur des pneus qui vont pouvoir supporter ces chaleurs de plus en plus souvent? Oui, alors en fait,
supporter les chaleurs. En fait, si les pneus sont à la bonne pression, les pneus modernes, en particulier quand vous achetez des pneus de qualité comme chez Michelin, un pneu été, il va être largement conçu pour fonctionner dans les bonnes températures, même dans des conditions été. Aujourd'hui, on vend des pneus partout dans le monde où on a déjà des conditions qui sont extrêmement fortes, comme au Texas, en Arizona, etc., ou dans le sud-est asiatique. Donc ça, on sait faire en fait. Voilà. Maintenant, ce qu'on sait faire aussi, c'est des mélanges qui sont capables de fonctionner à la fois l'été et l'hiver avec ce qu'on appelle des pneus 4 saisons. Voilà, c'est ça. Voilà. Et là, si vous êtes feignant, vous pouvez prendre ça. Ouais. Cyril, François Alain est un fan du barbecue. D'ailleurs, on l'a vu l'année dernière avec la forêt des Landes. Oh non. Donc, quand on a une voiture, un véhicule qui est stationné à proximité d'un endroit de villégiature de François Alain, et donc qui peut être soumis à un incendie, ou quand on habite dans une banlieue où certains énergumènes mettent le feu à des voitures à côté, même si la voiture a priori n'est pas trop dégradée, est-ce que le pneu là il peut souffrir d'un incendie qui est proche? Ah ben bien sûr, parce qu'une température d'incendie... Très bonne question du garagiste sur Sud Radio. Ah oui. Oui, bien sûr, parce que en fait, si vous êtes dans des conditions d'un incendie, c'est-à-dire avec des températures extrêmement fortes, les pneus vont souffrir, et même si ça se voit pas, il se peut qu'une partie qui a été exposée beaucoup plus qu'une autre en fait à l'incendie soit très dégradée. Et ça se verra pas forcément à l'œil nu, on n'aura pas forcément la gomme qui a fondu. Donc ça, c'est voilà. Si vraiment votre voiture a été très proche d'un incendie, on recommandera de changer les pneus. Ouais. Il y a un autre cas de figure là. Je fais un petit coucou à un monsieur. Voilà, je fais un petit coucou à un monsieur que j'ai croisé sur le périphérique avec un C4 Picasso qui était tellement chargé que je pense qu'il frottait par l'intérieur. Dans les passages de roue. Voilà, je pense que les pneus tapaient dans le haut du passage de roue tellement le mec il était surchargé. C'est dangereux. Il faut quand même rappeler aussi ce petit détail aux gens. Non mais ça tombe sous le sens. C'est la limite de résistance de température d'un pneumatique, c'est quoi, Cyril ? Alors les gommes, elles peuvent résister jusqu'à des températures de l'ordre de 200-250 degrés, ça dépend des mélanges, mais voilà. Donc on est quand même sur des températures qui sont relativement élevées. Et quand on parle de température, c'est la température à cœur du pneu. Vous n'aurez jamais, je pense, ces températures-là en surface, mais on parle de température à cœur, surtout sur des pneus poids lourds qui sont très épais et qui roulent quand même à des vitesses plus élevées. Sur un pneu tourisme, on ne va pas atteindre ces températures en conditions normales. Voilà. Alors moi, j'ai une question pour deux amis, Jean-Luc M de Paris et François A de Paris, qui ont tous les deux des voitures dites de collection. Les pneus collection, les pneus sur ces voitures, c'est également la même... ça, c'est une autre problématique, du coup, surtout quand on n'a non pas des pneus d'origine, évidemment, on n'a pas des pneus de 80 ans, mais quand on respecte un peu la typologie, les garçons, Jean-Luc et François. Alors d'abord, Jean-Luc n'a pas tout à fait 80 ans. Non. Déjà, pas encore. Non mais je parle des voitures. Les pneus c'est pas les mêmes. Par exemple la voiture que vous avez aujourd'hui, le pneu est vachement fin. Oui, mais je n'utilise que des pneus de marque de qualité avec un petit bonhomme, un petit bonhomme Michelin collection en clair. Voilà, d'accord. Exactement. Non mais sérieux, effectivement, on vend des pneus pour les voitures de collection en fait, et on élargit la gamme au fur et à mesure pour pouvoir offrir effectivement la possibilité aux gens qui ont des voitures un peu anciennes de continuer à rouler avec des pneus de bonne qualité. Alors justement, moi j'ai une question pour vous, puisque donc il y a chez Michelin une large gamme maintenant de pneus de collection. Il va falloir passer à la caisse après, Cyril Roger quand même. Est-ce que les gammes d'aujourd'hui de pneus de collection refaits par Michelin, donc suivant le look et les sculptures de l'époque, est-ce que la gomme d'aujourd'hui est mieux que la gomme d'hier? C'est-à-dire qu'en clair, les pneus XAS, pour ne pas les citer, qui sont les pneus standards un peu que vous avez sur une voiture, totalement au hasard, qui commencerait par un D, qui finirait par un S, par exemple, mais pas que. Est-ce que ces pneus-là, en fait, qui ont donc le look des années 60, sont en fait mieux que les vrais de l'époque? Ah oui, bien sûr, puisque en fait, simplement pour des problèmes de complexité dans les usines, on peut pas se permettre d'avoir des mélanges, et puis avoir des mélanges qui ont 80 ans. Voilà. Ce serait compliqué de garder les mêmes recettes. Donc en fait, on adapte ces pneus avec des mélanges modernes. En fait, donc vous avez effectivement le look et la sculpture des pneus anciens, mais vous avez toute la performance des gommes modernes. Alors ma question n'était pas non plus totalement terminée, c'est parce que comme les mais on n'a plus le temps. Mais comme les garçons, comme ceux et celles qui ont des voitures de collection
on roule à peu près 1000 km par an, on sait, et les sortent surtout l'été par rapport à la première question qui était les grosses chaleurs. Voilà, il va y avoir la même incidence que quand sur il fait 44 classiques. degrés, on roule pas en voiture de collection. Non, d'accord, ok. Non, Jean-Luc, il est dans sa piscine quand il fait la ça. Voilà, puis en général, les gens qui ont des voitures de collection surveillent les pressions. Ouais, ils sont plus attentifs, c'est vrai. Bon, Cyril Roger, merci Cyril Roger. Merci. Merci à vous, bonne journée. Expert innovation chez Michelin, et puisqu'on parle d'innovation et de pneus, rendez-vous sur Équipe Auto à la fin du mois pour parler aussi du village du pneu. Il y aura Continental, Goodyear, etc., etc. Toutes les autres marques qu'on aime également. Allez, à suivre sur l'antenne de Sud Radio, on va continuer. Tiens, il y a un homme, il s'appelle François Alain. Il va arriver dans quelques instants, mais ce sera juste après Laurent au 0826 300 300. Question auditeur. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Samedi, je suis en bien. Et samedi sera voilà. Vous venez d'entendre, l'ami François Alain. Pour ceux qui sont avec nous depuis déjà un petit moment, François Alain, ça sera notre invité. Enfin, il est déjà en studio dans quelques instants, puisqu'on va parler de la saison 8 de Vintage Mécanique, mais pas que. Mais tout de suite, on vous accueille au 0826 300 300, puisqu'il est 12h20. C'est le moment, votre moment. Vous n'hésitez pas d'ailleurs à composer ce numéro pour vous inscrire et intervenir prochainement. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Oui, bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien. Et vous ? Merveilleusement bien. C'est la reprise, la rentrée des classes. On a nos nouveaux professeurs, tout va bien. Ok. Vous êtes où, vous, exactement ? Alors, moi, je suis dans le sud. J'habite Narbonne. Oh, j'adore. Oh, j'adore. Chouette. Pas très loin, vous avez un super restaurant à Fonjoncouze. Allez, c'est reparti. Et dans 2 secondes, vous allez avoir les adresses d'épinards du coin. Oui, voilà. Alors, ils ont un menu gastro à 87,12 €. Non, il y a la clap et tout, il y a plus. Alors, on vous écoute. Alors voilà, moi j'ai acheté un Stepway Essence l'année dernière et il y a quelques semaines, j'ai reçu un courrier me demandant de procéder à une révision. Mon véhicule a 8000 km à peine. Ouais. Alors, c'est pas que je veuille pas faire des révisions, mais j'ai l'impression que c'est plus des frais cachés qu'une vraie révision. Alors, je voulais savoir si je peux faire l'impasse ou pas l'impasse. Non. Autrefois, mais si on remonte quelques années en arrière, c'était la première révision en général, c'est au bout de 2 ans. Maintenant, c'est la première année et c'est souvent tous les ans après. Pourquoi ? Parce que ça permet d'abord aux constructeurs, c'est pas souvent le cas de Dacia, mais d'autres constructeurs c'est souvent le cas, de faire quelques petites corrections et mises à jour sur les véhicules sans forcément en parler aux propriétaires. Ça leur permet de se souvenir de votre tête, parce que il y a des marques très fiables, ou sinon ils ne verraient plus jamais, plus jamais les clients. Et puis, c'est important pour la garantie. Il y a 2 échéances. Une échéance de temps, c'est 1 an, et une échéance de kilométrage. En général, ça dépend des véhicules, c'est 15 000 km, 20 000 km. Non, on a resserré, c'est terminé les révisions à 50 000 ou 40 000 km. Même avec les huiles long life, c'est fini. On a plutôt resserré. Donc, il faut absolument pas dépasser l'un des 2 termes. Pourquoi ? Parce que si vous tombez en panne demain, le constructeur vous dira, mais attendez, regardez, vous aviez 12 mois pour faire la première révision, vous l'avez fait au bout de 14 mois, donc vous avez dépassé. Donc, si vous lisez les conditions de garantie, vous verrez que la voiture n'est plus garantie, et même chose pour le kilométrage. Donc, est-ce que vous devez y aller ? Oui, vous devez y aller. Alors maintenant, est-ce que vous devez aller dans le réseau ? Non, la loi précise bien que vous n'êtes pas obligé d'aller dans le réseau pour faire les visites. Alors, ce que je disais juste avant, sur certaines marques, on a plutôt intérêt à passer dans le réseau parce qu'il y a des mises à jour qui vont être faites en même temps que la révision va avoir lieu. Alors que si vous allez dans un centre auto, ils n'ont pas forcément les mises à jour en question, qui sont souvent des mises à jour cachées. Mais là, si c'est pour une bête vidange et révision, vous pouvez aller dans un centre auto qui préservera la garantie. Ouais, mais d'ailleurs, ils le disent dans les publicités. Mais franchement, je ne sais pas combien Dacia vous facture la première révision. C'est combien, vous le savez ? Je n'ai pas d'idée non plus. À mon avis, ça ne doit pas être très très cher. Vous avez tout intérêt. Vous avez tout intérêt à aller chez Dacia. Tant que la voiture est sous garantie, moi je préfère. Voilà. Là, vous avez 3 ans de garantie. Pendant 3 ans, considérez que vous allez dans le réseau Dacia et puis après, vous pourrez vous échapper. Oui, puis c'est bien commercialement et puis de créer le lien tout le temps avec son. Voilà, il faut arrêter de faire tout derrière les écrans. Moi, je trouve que c'est important de remettre de l'humain dans la relation commerciale. Voilà. Donc, allez vous montrer.
Bon, je vous remercie. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée, Laurent. Au revoir. Et bisous à Narbonne. Ok. Il y a un grand buffet à Narbonne aussi. Tiens, vous n'avez pas mangé ce midi. On vous embrasse. Allez, lui, on sait qu'il aime bien manger et pas que les barbecues. Place à Mr. François. Alain. Hello. Hello After. de Blue. Mais c'est juste après. Ah, ok. C'est juste dans quelques instants. Il y a les réclames d'abord. C'est l'after. Okay. À tout de suite. Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Et tout de suite, eh bien, on l'accueille officiellement, même si on l'a déjà fait. C'est un de nos chouchous de l'émission, on va le dire ainsi. C'est un ami aussi, ce qui n'enlève rien. Et c'est quelqu'un que vous aimez, vous, beaucoup, vous le savez. Et ben voilà, vous le retrouvez maintenant sur la page Facebook de Sud Radio. Merci Bastien, notre réalisateur. Merci. Mister François Quel Alain, honneur. l'animateur auto préféré des Français, après le journaliste auto préféré des Français, qui est Jean-Luc Moreau. Et... Voilà. Ah, mais je pensais que lui, c'était pas des Français, je pensais que c'était de la planète, lui, non? Non, mais c'est de l'univers. De l'univers. De la galaxie et au-delà. D'ailleurs, on a des questions de quelques martiens qui veulent réparer des soucoupes. Ok, alors justement. Allez, on va parler de votre rentrée, François Alain. Saison 8. Saison 8, deuxième partie. Ah, mais exactement. Parce que donc combien d'épisodes dans une saison déjà? Alors maintenant, on est passé à 25 épisodes. Pourquoi une partie, deuxième partie? Vous faites comme sur Netflix, vous? Ouais, parce qu'en fait, RMC a choisi, et moi je pense qu'ils ont raison, ils ont choisi de 25 épisodes, c'est très très long, ça fait 25 semaines puisqu'on en diffuse un inédit par semaine, donc ça fait quand même en gros la moitié de l'année. Donc diffuser une première à moitié avant les grandes vacances au beau jour et la deuxième moitié avant l'hiver pendant l'automne, je pense que c'est une bonne idée, cool. par rapport au fait que les voitures anciennes, motos anciennes, engins anciens sortent généralement en gros entre mars et novembre, quoi. Alors donc cette semaine c'était jeudi, la première Fiat Dino coupé moteur V6 Ferrari, voilà. Vous avez démarré fort pour la deuxième partie de la saison, mais il va y avoir des choses encore plus intéressantes. D'ailleurs, on est allé sur le tournage, on a la bande son de ce qui va y avoir la semaine prochaine. Fait comme blague. C'est la danse des canards qui en sortant de la main se secouent le bas des rats et font coin fait comme les petits canards et pour que tout le monde se marre. Je peux être honnête avec tous les auditeurs. D'accord. Quand tu as proposé cette chanson, là il y en a qui se disent mais de quoi ça s'agit? Je sais pas si je vais revenir. Donc ça sera un peu plus sérieux parce que ça va être militaire la semaine prochaine. Ça va être militaire et la chanson était très bien choisie, Jean-Luc. Vraiment, tu vois, ça confirme ton esprit là, qui est proche du mien. Vous êtes en private joke. Voilà. Private joke. Peut-être pour monsieur et madame tout le monde. Voilà. DKW, le duck. Le duck. Donc duck en anglais. Duck, canard. Donc, qui est un engin amphibie de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, qui a permis aux Américains de faire le débarquement. Notamment. Qui est basé sur un GMC, c'est ça? Alors le gros avantage du duck, c'est que c'est un GMC, donc un camion très standard, très produit. À l'époque, il y en a eu des quantités industrielles, et ils ont dérivé une version flottante qui était donc le duck, un peu comme le GPA par rapport à la Jeep. En fait, le duck, c'est le grand frère du GPA, qui était lui-même l'espèce de mini péniche de débarquement sur base de Jeep. Donc des mécaniques très simples, très éprouvées, et qui permettaient à tous les GI, même qui n'y connaissaient pas grand-chose, de se dépatouiller entre guillemets à réparer sur place. On arrive encore à en trouver à restaurer des engins comme ça. Sûr. Parce que moi, je me souviens quand j'ai été petit, ça c'était juste à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Non, mais c'était pas la guerre de 1870. C'est ça. On en voyait. Il y avait des surplus militaires où on en voyait. Mais aujourd'hui, il y a des années et des années que j'ai pas croisé un duck. En fait. Si, alors il y a d'abord des clubs de passionnés. Il y a tous les gars qui mais ils sont restaurés pour les. Oui, la plupart sont restaurés, mais il y a aussi quelques épaves encore en attente. Et puis c'est des véhicules qui servent tous les ans en Normandie, bien sûr, pour les commémorations du débarquement, ce qui a été le cas, puisque je vais vous avouer un truc, c'est que c'est là qu'on a filmé la fin de l'émission. Donc ça a été filmé au mois de juin, au moment des commémorations. Beach ou... On était à Omaha et tout ça, et donc on a fait toute la côte, là, c'était chouette, Ouistreham, et on a fini même à Ouistreham pour être franc. Et non, mais c'est des moments chouettes, parce que c'est des moments, d'abord c'est des véhicules intéressants, c'est des véhicules rares, ça parle aussi aux gens, puis ça permet de rappeler une petite piqûre d'histoire, de rappeler que voilà, c'est quand même hyper important. Mais on trouve encore des pièces pour les restaurer? Oui, parce qu'en fait, toute la mécanique, c'est du GMC. Donc le GMC a été construit pendant des années et des années et des années. Bon, là, c'est forcément un spécialiste des engins militaires qui l'a restauré. Vous avez élargi votre pool d'ailleurs de restaurateurs, parce que maintenant, il y a des avions, il y a des motos, il y a des engins militaires. Alors, on garde l'ADN. Quand est-ce qu'il y aura des trains? Pour être très franc, le train, ça me titille depuis tellement longtemps que je pense que ça va pas tarder. Les locomotives à vapeur, ça a toujours été un truc que je trouve fascinant. Donc je pense que c'est intéressant aussi de montrer aux jeunes générations qui n'ont jamais vu en vrai une locomotive à vapeur ce que c'est, comment, pourquoi. Oui, mais là, ça va pas se restaurer en 15 jours. Ah non,
activée à Non, mais là, vapeur. ce sera une série spéciale. Ouais, non, mais là, on fait. Puis pour la faire rentrer dans le container, ça va pas être pratique non compliqué, plus. alors, Et le dock, comment vous faites d'ailleurs pour le faire rentrer dans le container? Je prends une maquette en général. Je prends une maquette, j'ouvre le container, il y a une maquette et ils comprennent que le vrai est pas loin, donc il doit être à 100 mètres planqué à côté de l'endroit où on tourne. Il y a Stéphane sur la page Facebook de Sud Radio qui dit pourquoi ne pas avoir mis la 7e compagnie Alors, au niveau musical, je pense. vous verrez, il y a des petites allusions à pas mal de choses, mais on conserve l'ADN. Il faut sauver le soldat Alain. Le soldat Alain, voilà. C'est émouvant de travailler sur ce type de... Oui. Alors vraiment oui, parce que moi à la base je suis passionné d'histoire, plus largement que l'automobile et que le transport qui me plaisent beaucoup, mais c'est vrai que j'ai toujours été fan d'histoire et je pense que c'est aussi bien de rendre hommage à tous les jeunes soldats qui ont malheureusement perdu la vie pour notre liberté. Et on oublie aujourd'hui, quand je vois à la télé tout le temps des trucs anxiogènes, je me dis il faut quand même de temps en temps faire une petite piqûre de rappel historique, parce qu'il y a des choses beaucoup plus graves qui se sont passées il y a quelques décennies, c'est pas loin en fait, et donc c'est important. Et il faut que l'émission aussi garde de l'humour, c'est-à-dire que voilà, on fait des véhicules de toutes les tailles, tous les prix, tous les budgets. Là cette année, ça va effectivement de la petite Vespa 400 que vous verrez dans quelques semaines, jusqu'à effectivement le Duck ou un autocar qui rappelle les colonies de vacances des années 60. C'est hyper important parce que il faut que ça parle à tout le monde, à toutes les générations. Et c'est vrai que cette émission, ce qui est formidable, c'est qu'on est déjà en saison 8, la saison 9 est même en cours de préparation. Et ça parle à des gens extrêmement variés en termes d'âge, de typologie, etc. Et c'est ça, moi, qui me fait vachement plaisir. Ils deviennent quoi, les véhicules, une fois qu'ils ont été restaurés? Alors, ça dépend lesquels. Il y en a parfois qui ont été revendus aux enchères. Bon, on s'est un peu calmé, mais on a montré aussi, parce que c'est important de savoir comment ça se passe. Il y a des véhicules qui sont rachetés par des clients. Il y a aussi beaucoup d'accompagnement. Il faut être clair, on fait beaucoup d'accompagnement. C'est-à-dire des gens qui nous confient un dossier. On étudie, voir si c'est faisable en termes de prix, de délai, etc. Et donc, il y a aujourd'hui, effectivement, beaucoup de véhicules qui sont sur dossier, entre guillemets. Alors, je précise tout de suite que j'ai à peu près par semaine plus de dossiers que je n'ai de place par an, pour que les choses soient claires, parce qu'il y a des gens parfois qui font un petit peu la gueule, qui disent oui, j'ai pas été pris. Oui, mais monsieur, votre modèle que vous m'avez proposé, vous êtes juste le 43e à me proposer le même modèle. Donc, le gars qui l'a proposé en premier il y a 6 ans, qui attend depuis 6 ans, oui, évidemment, il est un peu prioritaire. Donc voilà, faut pas se vexer, mais c'est vrai que c'est la rançon du succès de cette émission. On s'éloigne un petit peu du concept je restaure, je revends, je fais un bénéfice, je rachète une voiture qui aujourd'hui tient plus vraiment la route avec les coûts de restauration. Non, mais moi c'est pas forcément ça qui me plaisait. Moi c'est vrai que ce qui me plaît, c'est de montrer le cœur de la restauration. Complètement. C'est de montrer le savoir-faire des métiers dont malheureusement certains sont en voie de disparition, et c'est ça qui est chouette. Et ce qui me plaît, quel type de... je sais pas, on avait fait il y a quelques années un gars qui restaure les lames de ressort de voitures, ou les gars qui font du chromage. Enfin, tous ces métiers-là sont des métiers qui sont en cours de disparition, malheureusement pour des raisons de même un taulier formeur aujourd'hui, c'est compliqué de trouver un vrai taulier formeur. Et c'est hyper important de montrer le savoir-faire de ces gens-là, la passion de ces gens-là, parce que moi je suis admiratif de ces gens-là. Et si avec mon équipe on arrive à mettre en avant tous ces gens-là, tout leur métier, toute leur passion, tout leur savoir-faire, c'est top. Et quand je vois des gamins de 10 ans qui viennent sur des salons ou dans des manifs, comme j'en fais souvent, qui viennent me parler de l'émission, je me dis ça y est, c'est gagné. Parce que donc le renouvellement se fera. Et vous avez toujours la flamme. Et d'ailleurs, vous nous parliez de salons ou d'événements. Là, vous nous quittez cet après-midi. Là, vous partez. Oui, je prends le TGV. Donc, comme quoi, je ne suis pas forcément contre les véhicules électriques. Non, mais il faut savoir mesurer aussi en fonction de. Tiens, j'en profite. Il y a des véhicules électriques qui existent depuis très longtemps. Vous n'avez jamais restauré un véhicule électrique. Pourquoi ? Si. Jean-Luc, il faut suivre. C'était quoi alors? Un fait 3 quand même. Quoi, le VLC? Non, mais c'était en saison 2. Non, il y a eu le Sovel, le camion Sovel. Ah oui. Sovel, pardon. Qui étaient des camions faits à Lyon, qui ont servi notamment en période de guerre quand il n'y avait plus de carburant. Donc ça, c'était un véhicule de transport des chocolats poules, qui a été fait en 1941, qui marchait sur batterie et qu'on a remis en route. Après X décennies d'immobilisation. C'est important de rappeler que l'automobile, elle est variée. Et j'espère que dans l'avenir, elle restera variée. Bien sûr que l'électrique a une place, mais le tout électrique, vous savez ce que j'en pense. Moi, je pense que c'est totalement surréaliste et inintéressant. Vous après, la Velsatis, ça vous parle? Oui, bien sûr. La Velsatis, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un youngtimer, quasiment. Donc, un peu trop récent. Il y a eu des diesels en restauration, à part les tracteurs? Alors, pour l'instant, non.
mais il y aura, ça peut s'envisager parce que le diesel a aussi fait partie des véhicules historiques, bien sûr, évidemment. Oui, il peut y avoir des Peugeot diesel des années 50, 60. Le taxi anglais, par exemple. Je donne une piste. Rapidement, là, vous partez du côté de Archamps. Archamps, c'est près de la frontière suisse, et c'est un rassemblement très sympa d'ailleurs qui a lieu tous les ans, que j'anime quasiment tous les ans. Et surtout, ce qui est chouette sur ce rassemblement qui mélange les GT, les anciennes, un peu tout, c'est que d'abord, il y a les bénéfices seront reversés à l'association Grégory Le Marchal, mais surtout, c'est une manifestation d'accès gratuit. Et c'est chouette parce qu'ils se débrouillent tous pour que ce soit gratuit d'accès. C'est plutôt sympa parce que c'est pas le cas partout, et puis c'est pas forcément toujours faisable. Là, c'est faisable, donc c'est gratuit, donc il faut le rappeler. Et juste après, vous partirez dans une région qui me touche beaucoup au cœur, les Hauts-de-France, à Ardelot. Ah oui, pour les 120 ans d'Harley-Davidson. Ouais. Oui, en France. Il ne reconnaîtra plus personne. Donc, voilà. Mais ils m'ont fait l'honneur d'être parrain de cette manif, donc évidemment, je ne peux pas dire non. On peut venir avec vous. Il y a 2 places sur la selle de ma moto, ma chère Laurence. J'adore. Jean-Luc sera très malheureux, mais je préfère partir avec Laurence qu'avec Jean-Luc. Je comprends tellement. Moi, j'aime pas monter derrière, en plus. Tu vois. Moi, si ça me gêne pas. Puis le son des Harley, moi, c'est bon. J'emmène Lolo. Allez, hop. Allez, hop, c'est parti. Merci beaucoup, François. À très vite. Rendez-vous pour la première de la saison 2 de la saison 8, Versus 2. C'était jeudi dernier. Mais là, jeudi prochain, effectivement, c'est la danse des canards. Le fameux tank américain qu'on appelait le Duck. Merci, on vous embrasse. Bon voyage. Bisous à tous. Embrassez tous ceux que vous voyez là-bas. Et nous, on se retrouve dans quelques instants, puisque juste après François Alain, on va parler du prix des carburants qui s'envolent et on n'en peut plus. À tout de suite. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et vous l'avez constaté, lorsque vous avez fait le plein pour rentrer de vacances ou même pour préparer la rentrée, depuis 15 jours, le prix des carburants s'envole. On va en parler avec Francis Pousse qui est avec nous en studio. Bonjour Francis. Bonjour Laurence. Bonjour Francis. Bonjour Jean-Luc. Président de la branche station-service et lavage de Mobiliance, mais également avec une station-service du côté de la Sarthe au Mans, très exactement. L'homme aime le circuit. Sophie Godilière, directrice des affaires publiques de France Gaz Liquide. Bonjour Sophie. Qui est avec nous en ligne. Bonjour Sophie. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Qui n'est pas très en forme, elle a le Covid, c'est pour ça qu'elle n'est pas venue en studio. Voilà. Sophie, on fait attention à vous, prenez soin de vous. Merci. Voilà, alors je vais vous donner quelques chiffres que j'ai pris ce matin. 2,031 € pour le samplon 98, 1,973 € pour le samplon 95, 1,961 € pour le 95 E10, 1,048 € pour le bioéthanol 85, 1,90 € tout pile pour le gazole et 0,998 pour le GPL, on en parlera tout à l'heure. Donc les prix, si je vous donne l'augmentation depuis un an, sur le samplon 98, on est à plus 36 centimes, sur le 95 on est à plus 32 centimes, sur l'éthanol on est à plus 34 centimes, sur le gazole on n'est que à plus 8,4 centimes, mais bon, on a quand même plus rigolo avant, on a quand même des prix qui se sont envolés. Francis, la question Pourquoi Simple, évident. Eh bien malheureusement, on a des pays producteurs de pétrole qui n'ont pas envie que leur rente baisse. Cette augmentation subie en majorité depuis le 15 juillet est due essentiellement à une position de l'Arabie Saoudite qui a dit « moi je maintiendrai au moins jusqu'en septembre, jusqu'à fin septembre, ma baisse de production de l'ordre de 1 million de barils par jour ». La Russie, elle en a fait de même, même si on n'importe plus de produits russes, ça a une importance sur la cotation mondiale du baril, moins 300 000. Donc là, ça a marché, c'est-à-dire qu'ils ont senti le vent venir d'une potentielle moindre vente de pétrole à la rentrée, et donc on est hier à 87 $, ce qui est beaucoup. Malheureusement. Pour le baril. Et la malchance, c'est que l'euro, notre euro, s'est guère apprécié dans le même temps, puisque comme on paye en dollars, il y a la parité euro-dollar qui importe beaucoup, et l'euro, il n'est pas très fort. Alors moi, je suis sûr qu'il y a un assassin quand même qui est planqué dans le placard, parce que j'ai repris quelques chiffres. Alors on est d'accord, aujourd'hui, baril de pétrole, 86-87 $. Prix du gazole, on va rester sur le gazole, 1,90 € pile, comme on vient de l'évoquer. L'euro vaut 1,04 $. Voilà. Alors, et je suis remonté en novembre 2021. En novembre 2021, le baril de pétrole était à 85 $. Donc, pareil. Au même prix. L'euro
était à 1,09 $. Donc, un tout petit peu mieux, mais on peut considérer que c'était pareil. Selon vous, quel était le prix du gazole à la pompe ? En 2021 ? Ouais, en novembre 2021. 1 dollar. Moi, j'étais à peu près à 1,60 €. 1,40 €. Ah, j'ai failli. 1,40 €. Alors, comment expliquer que, avec finalement $1 stable, un prix du pétrole stable, on ait quand même une différence, hein, on passe de 1,40 € à 1,90 €. 50 centimes. Il y a forcément, alors, je sais ce que va dire Francis, il y a de la logistique en plus, parce que le pétrole vient de plus loin, d'accord, mais comment expliquer cette différence de tarif ? 50 centimes, c'est quand même énorme. J'ai pas pu finir ma description. Ah. Derrière ce fameux baril de dollars, on a ce qu'on appelle la cotation à Rotterdam, le Platts communément. Et ça, c'est la cotation européenne des produits finis. D'accord. D'accord. Donc, le diesel a sa cotation, l'essence a sa cotation, etc. La survenue de la guerre, malheureuse guerre en Ukraine, a fait que les importations sont différentes. Plus d'importations de la Russie. On est donc parti chercher du pétrole brut ou du gasoil essence raffiné ailleurs et plus loin. Et en fait, c'est cette cotation de Rotterdam qui fixe les prix de revente. Dans l'ensemble, c'est une base de calcul, c'est pas une obligation, c'est une base de calcul, c'est un peu comme vous avez le cours du blé, etc. Et elle a augmenté du fait d'être obligé d'aller chercher du carburant ou du pétrole plus cher. On remarquera dans un deuxième temps que l'ensemble des pays européens, on est à peu près sur les mêmes données. C'est-à-dire que c'est pas plus cher en France que ça n'allait ailleurs. Alors moi, j'ai regardé les prix. Hein. Alors en Belgique, on va prendre l'essence. Là, 1,83 €, le diesel 1,87 €. Donc on est d'accord, la Belgique, c'est kiff bourrique. En Allemagne, c'est à peu près pareil aussi. 1,86 € pour l'essence. Le diesel est à 1,77 €. Bon, ça fait quand même un petit peu moins, mais on verra que la fiscalité française est quand même plus lourde. Au Luxembourg, par contre, là, on peut faire des bonnes affaires. Hein. Le diesel est à 1,63 €. Et puis, quand on descend un petit peu plus vers le sud, en Espagne, le diesel à 1,60 €. Et moi, il y a encore quelques mois, je l'ai vu à 1,40 € même. Donc, alors, en Espagne, c'est justement, comme au Luxembourg, la différence de taxation. La France est parmi les 10 pays, voire les 7 pays où l'on facture le plus de taxes sur le carburant. Oui, parce qu'on va préciser qu'en France, on a la fameuse TICPE, la taxe intérieure sur les de consommation sur les produits énergétiques, hein, donc qui pourrait même taxer de l'eau si on arrivait à faire fonctionner un moteur à l'eau, et que sur ces taxes-là, on a de la TVA qui s'applique sur une taxe. Je crois que c'est unique au monde d'avoir quand même une taxe qui s'applique sur une taxe. C'est un truc de dingue. C'est une taxe sur une taxe, tout à fait. On est en France, hein, les garçons, vous avez oublié. Ouais. 60 centimes sur le gasoil, 67 centimes sur les essences de TICPE. Après, vous avez toute la logistique, le coût du produit et la TVA à la fin, évidemment. Qui se rajoute sur la totalité. Et au-delà des prix que vous nous expliquez et des prix des loyers selon où on est pour les stations-service, il y a quand même d'énormes différences selon la région où on habite. C'est assez incroyable. Alors, il y a des coûts d'approvisionnement qui sont différents. Vous avez 200 dépôts en France, pour faire simple. Chacun des dépôts a un prix de revente parce que la logistique n'est pas la même. Si vous livrez ce dépôt en train ou en camion, c'est pas le même coût, etc., etc. Donc, il y a des différences de coûts. Et puis, ensuite, il y a aussi, effectivement, par exemple, la région parisienne, où en intramuros, des frais ont explosé. La mairie de Paris, alors c'est encore en discussion, mais taxé autrefois 1 500 € la pompe, pour faire simple. Demain, c'est 10 000 € la pompe. Ce sont aujourd'hui des stations qui font des faibles volumes et qui forcément... Vu les tarifs affichés, ils vont en faire des volumes encore plus faibles. Malheureusement... On cherche à virer les stations-service de Paris ou bien ? C'est ça concrètement ? Je pense. Voilà. Oui, on a quelques records. Enfin, alors le record cette semaine, il était à Angers, aux portes d'Angers Sud. On va en parler. Tiens, une station BP, le Super Samplon 98 à 2,82 €. Non mais ils sont fous quoi. Là sur l'autoroute. Alors on est d'accord, Francis. Les pompistes indépendants, eux, que ce soit à 2 €, que ce soit à 15 €, que ce soit à 1 €, ils gagnent la même chose sur la vente de carburant. Parce que 70% des pompistes indépendants, qui soient sous enseigne de pétrole
pétroliers ou pas, ont des contrats de commission. Ces contrats de commission sont fixés, sont signés pour 3 à 5 ans, et vous avez tant du litre, quel que soit le prix final. Donc, ils ne gagnent pas plus d'argent quand le super est à 2 euros. C'est pour ça que je dis bien que c'est pas nous, pompistes, je précise bien pompistes par rapport à distributeur, qu'il n'y ait pas de mauvaise entente. Nos revenus n'ont absolument pas augmenté, et on aurait même besoin qu'ils augmentent, parce qu'on a augmenté aussi nos salariés, on a des frais de structure qui sont plus importants. Bon, c'est comme ça. Et donc, nous, on a tout intérêt à ce que l'essence ou le gasoil soit à 1 euro. Bon, à la fin, quand on paye 2 euros, qui se gaffe finalement? Alors, il y a l'État. Non, mais il faut. On parle vrai sur ce sujet. Faut dire la vérité. Bon, les producteurs pétroliers, on a compris, mais ça, c'est pas nouveau depuis toujours. On a compris que la cotation à Rotterdam, qui était un petit peu peut-être surévaluée, les compagnies pétrolières, au passage, doivent engranger quelques profits supplémentaires en profitant de cette conjoncture un peu de pénurie. Voilà, je vais dire ça comme ça. Ensuite, on a l'État. Puisque plus le produit hors taxe est cher, plus la TVA va être importante par la suite. Donc on a déjà trouvé trois entités qui s'en mettent plein les poches. On est bien d'accord. Il y a effectivement, mais là, je suis représentant des stations-service que je maîtrise tout à fait. Je ne suis pas représentant des pétroliers, dont je maîtrise pas du tout les coûts. Les coûts qu'on 13 milliards augmenté. De bénéfices chez Total, on imagine bien qu'ils les ont pas fait en vendant des cacahuètes. Hein, non, ça c'est clair. Surtout que c'est pas des cacahuètes que je mets dans mon réservoir. Sophie Godilière. Ouais, Sophie. Alors directrice des affaires publiques de France Gaz Liquide. Ouais, France Gaz Liquide. Bon, le GPL. Le GPL dans ce panorama un petit peu catastrophe, s'en tire plutôt pas mal. C'est le seul carburant d'ailleurs aujourd'hui qui est sous la barre des 1 euro, qui a quand même augmenté aussi pas mal depuis un an, 23,4 centimes d'euros d'augmentation. Donc, c'est ça, une amplitude à peu près de 24 centimes. D'accord. Mais pourquoi est-ce que c'est si peu cher le GPL ? Alors, contrairement effectivement à d'autres carburants sur le marché qui sont en ligne directe, soit avec la Russie, soit avec l'OPEP, le GPL ne vient pas de Russie, donc ces gaz liquides, c'était pareil pour le propane, ont moins été impactés par les conséquences de la guerre en Ukraine. C'est un sous-produit, on va repréciser pour ceux qui ont loupé les épisodes précédents, c'est un sous-produit du raffinage. C'est-à-dire que quand on raffine du pétrole, il y a forcément c'est butane-propane qui sort, c'est ce qu'on brûlait autrefois sur les torchères en haut, et maintenant on en fait du carburant, ce qui est moins idiot d'ailleurs. C'est un produit de récupération depuis les années 30 à peu près. Il y a des raffineries en France, mais effectivement de moins en moins. Donc les distributeurs se fournissent pour à peu près 30% en France, mais le reste en Algérie, en Norvège, donc essentiellement par bateau. Ce sont aussi donc des logisticiens, parce que la distribution de GPL comme de propane, c'est des gaz portés, ça rentre pas dans les tuyaux. Donc c'est vrai que cette amplitude de prix qu'on a pu constater, parce que les distributeurs ont aussi été impactés malgré tout par les coûts logistiques et des carburants qui s'appliquent à eux-mêmes, et non pas au GPL bien sûr. Donc voilà, ça explique une petite augmentation, mais cela dit, ce qui justifie la grande stabilité, c'est une taxe, une TICPE basse. C'est combien? Parce qu'on écoutait Francis qui nous disait là 60 et 67 centimes. Voilà. Là, c'est combien pour C'est 10 centimes par litre. Oui. Donc ça fait une certaine différence, puisque c'est une taxe en fait qui reconnaît le caractère écologique pour la qualité de l'air du carburant. Donc c'est vrai que c'est une aubaine pour les automobilistes. C'est une garantie pouvoir d'achat, surtout pour les gros rouleurs et les gens de la France plus rurale qui peuvent donc aussi circuler dans les zones à faible émission, puisque ça donne une lunette de terrain. Voilà, donc ces prix sont quand même maîtrisés. Il y a aussi des contrats de moyen terme entre les distributeurs et les stations. Et comme c'est quand même effectivement un carburant qui n'est pas promu, on va dire, par les pouvoirs publics, eh bien, nos distributeurs font en sorte que ça reste un carburant attractif de toute façon, parce que il est éminemment intéressant pour le pouvoir d'achat et pour la qualité d'air. J'imagine que les ventes de GPL sont en progression, enfin les volumes de carburant. Tout à fait.
Oui, les volumes de carburant, à fin juillet, on était à plus 28% par rapport à la période de 2022, et c'est une tendance qui est déjà, qui s'est confirmée depuis 2-3 ans, ce qui prouve que les véhicules qui sont bicarburation roulent quand même plus au GPL, et pour cause avec le prix. Quand vous avez un carburant à 2 euros puis un autre à côté à 1 euro et que vous pouvez mettre l'un et l'autre dans votre voiture, le choix il est vite fait quand même. Hein. Voilà, en principe. À part si on a gagné 105 millions à l'euro million. C'est pas moi, c'est vraiment dommage. Je crois que c'est François Alain. Alors Francis, vous vendez du GPL, vous ? Oui. Je vendais du GPL, mais malheureusement c'est un produit très concurrencé, puisque quand on a l'habitude d'acheter un produit peu cher, on veut continuer à l'avoir peu cher. Ouais. Et au moment où il a fallu remplacer le matériel, mon fournisseur n'était pas tout à fait d'accord. Et à partir du moment où j'aurais pas eu un prix placé par rapport à l'environnement concurrentiel, j'ai dit non. D'accord. Il reste combien de pompes alors en GPL ? Oui, GPL en France. Il y a 1500. 1500. On arrive à la fin de l'émission, mais je voudrais quand même poser une question rapide à notre ami Francis Pousse, président de la branche station-service et lavage de mobilier. Est-ce qu'on peut espérer que ça va s'arranger ? Les prix, là où c'est... J'ai peur que ce soit tendu dans les semaines à venir. J'étais plus confiant, je l'avoue, il y a 15 jours. Mais là, au vu de ce qui s'est passé, par exemple, hier, 85 à 87, $2 en une journée, c'est quand même énorme. La seule... entre guillemets, bonne nouvelle, ça serait qu'on ait des informations sur l'économie chinoise qui balbutie un peu, entre autres, sur la partie immobilier, qui ferait qu'une moindre confiance dans l'économie chinoise, premier consommateur international de pétrole, aurait un effet de baisse de la demande et donc de baisse des prix. Tension en Afrique, ça peut avoir, ça peut jouer aussi. Tout dépend si on est dans des pays producteurs ou pas. Pour l'instant, c'est assez maintenu. J'ai un chiffre qui vient d'arriver de la part de Didier, un ami qui écoute l'émission régulièrement, qui dit en 2021, alors attention, 45 milliards 882 millions de litres de carburant consommés, une augmentation de 0,30%. Oui, on augmente la conso de carburant. Et moi, j'ai un chiffre pour vous faire rêver. Carburant, c'est grosso modo 30 milliards TICPE, 12 milliards TVA, 42 milliards. Un chiffre pour vous faire rêver, pour finir. Une recette pour l'État de 8 milliards 258 760 000. En novembre 2021, le baril de pétrole, en mai 2020, baril de pétrole $29. Prix du gazole 1,18 €. Ça, c'était avant. Merci à tous pour cette émission. Merci beaucoup Sophie Godilière, directrice des affaires publiques. Soignez-vous bien, ce Covid est toujours dans le coin. Directrice des affaires publiques de France Gaz Liquide. Merci François Alain. Merci les amis. Bonne saison 8 de 3-12. Et vous faites le plein avec quoi d'ailleurs dans vos engins là on est obligé de le faire avec de l'essence d'aujourd'hui. Non mais dans le DUC, au prix de quoi on met du 98. Demain, ça sera de l'essence de synthèse quand on n'aura plus d'essence. Ça, c'est le pétrole. De la branche station-service de lavage de mobilier. Merci à Bastien, notre réalisateur. Jordan, notre standardiste. Et puis on dit à Guillaume qui nous écoute parce qu'on devait le prendre en fin d'émission, puis on le prendra la semaine prochaine. Et l'ami Jean-Luc, on va demander 3 heures d'émission maintenant pour cette année. Voilà, c'est une bonne idée. On vous embrasse fort. Bon, ça continue sur Sud Radio, évidemment. On est